Mesdames et messieurs, on ne vous le dira jamais assez. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir cet après-midi dans le cadre de cette émission consacrée à vous. Vous parce que vous êtes une étoffe et vous comptez beaucoup dans le projet de ce combat géopolitique et panafricaniste. C'est pourquoi cette émission a été consacrée à vous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sentez vous saluer de la plus belle des manières. Comme vous le constatez sur cette antenne, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube NMP officielle. Dans le cadre de cette émission, on a eu à faire. Nous avons trouvé judicieux de ressortir toutes les préoccupations que vous avez exposées durant ces dernières émissions. C'est pourquoi nous avons trouvé judicieux de les porter sur cette table dans le cadre de cette émission face au président Bandakani. Monsieur le Président Bandakani, bon après-midi. Bon après-midi, mon cher Philémon. J'étais en train de lire une des questions. Ça m'a un peu distrait. Donc, c'est mon émission préférée. Face aux internautes, c'est l'émission que j'aime le plus. Nous aimons toute notre émission. Mais je dis, c'est une émission à choisir, je préfère celle-ci parce que le niveau d'interactivité est d'une intensité jamais démentie. Ce d'autant plus que nous ne filtrons pas de questions. Bon, si vous connaissez où ça se fait, vous me signalez et on sera plus humble par rapport à la spécificité de cette émission. Mais on ne filtre pas de questions. Et c'est une dynamique que je souhaite amplifier pour qu'on n'ait plus de questions et que cette émission, si particulièrement, soit plus forte, plus dense et plus attractive. Donc, je suis très content d'être là cet après-midi, face, comme le dit bien le titre de l'émission, face aux internautes. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le constatez si bien, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Monsieur Nguesho Zisley, qui va aussi vous présenter ses civilités. Monsieur Nguesho Zisley, bon après-midi. Bon après-midi, Monsieur Bourdou Philémon. Monsieur le Président, bon après-midi. Merci. Bon après-midi à vous, Monsieur Nguesho. Donc, vous allez bien? Je veux bien, ça va. Ayant consacré ma vie à l'Afrique et au Cameroun, mes humeurs et ma santé dépendent de l'état de l'Afrique. Bon, ça avance. En RDC, ça bouge, puisque ces derniers temps, c'est l'actualité majeure pour nous en Afrique. Ça bouge. Bon, ça va. Voilà, ça va. Nous sommes ravis de l'apprendre, Monsieur le Président. Non, ça va. Ça va. Merci, Monsieur le Président. Comme nous venons de présenter les civilités, nous allons faire une petite précision pour nos internautes. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une émission qui ne filtre pas les questions. Nous avons fait le tour de la toile et nous sommes tombés sur d'éventuelles préoccupations. Et nous avons trouvé judicieux de les porter à votre connaissance. C'est pourquoi cette émission a été consacrée au président Bandakani face aux internautes. Okay. Sans langue de bois, Monsieur le Président, nous avons trouvé judicieux que vous soyez, comme vous l'êtes toujours, le consultant permanent de cette émission pour le bonheur de nos téléspectateurs et de nos internautes. L'interlocuteur permanent. Bien avisé, Monsieur le Président. Il y a une dimension savante, c'est le mot consultant que je n'aime pas beaucoup, parce que je ne suis pas un savant. Je suis un panafricaniste, un militant panafricaniste qui fait avancer son continent. Vous jouez les modestes? Avec les moyens, non, je ne joue pas le modeste, mais vous savez, il y a les docteurs en doctorat, il faut les laisser les affaires. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je préfère l'interlocuteur principal de l'émission, ça me va. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Les Africains sont bien passés pour savoir si vous êtes consultant ou pas, Monsieur le Président. Ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent et... Ils savent le faire, ils le font. On a réglé ça, on a fait une émission pas spéciale pour régler ça. Bon, je pense que les docteurs en doctorat ont compris que nous, on ne voulait pas mélanger les genres. Et ils ont aussi compris que le plébiscite dont nous faisons l'objet à ce niveau-là n'était pas une demande de notre part, mais un plébiscite le plus démocratique, directement parlant, de la part des internes ou des téléspectateurs. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons déjà embrayé cette émission, nous allons mettre un curseur sur l'accélération. Je vous en prie. Pour cette accélération, nous avons fait le tour des différentes plateformes et vos différentes sorties. Ça nous a envoyé en Israël, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et bel et bien au Cameroun. Mais pour ce premier jet, Monsieur le Président, nous allons atterrir directement en Israël, où un internaute a une préoccupation, le nommé Alexandre Gwenthieu Mouche. Il dit, Monsieur le Président, vous avez oublié de mentionner que c'est avant que les Juifs ne décident, après la guerre, de rentrer s'établir sur le territoire, que la population locale était constituée au moins 10% de Juifs. Il s'en est suivi une résolution de l'ONU avec un plan de partage de la Palestine. Et dès lors, les pays arabes voisins et Israël se sont toujours opposés. Et dès lors, se sont passés le temps de faire la guerre à Israël, guerre qu'ils ont toujours perdue. Si les Palestiniens et les pays arabes avaient accepté ce plan de partage, ils ne seraient pas arrivés là. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette préoccupation de cette internaute? Je ne comprends pas sa préoccupation. C'est une remarque, c'est une question, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, dis bien, vous avez oublié de mentionner. De mentionner quoi? De rappeler ça? Parce que je veux bien comprendre. Si j'ai oublié de mentionner, je le remercie d'avoir rappelé. Et ça, son honneur. Monsieur le Président Bamekani, vous avez pris fait et cause pour la cause palestinienne. Ah, c'est peut-être. Vous êtes du Hamas. Oui. Et il estime que si le Hamas s'était rangé derrière le plan de partage de la Palestine que l'ONU avait entériné, on n'en serait pas là. On aurait évité les guerres et la guerre actuelle qui sévit dans la bande de Gaza. Il estime donc peut-être qu'il faudrait que vous invitiez le Hamas à accepter ce plan de partage rejeté par le passé. Je n'ai jamais été du Hamas. J'ai défendu les Palestiniens. J'ai refusé de chanter la chanson imposée consistant à condamner le Hamas avant toute position. J'ai refusé de faire ça. Je suis même allé jusqu'à démontrer que nous comprenions l'action du Hamas, mais je n'ai jamais dit que j'étais du Hamas. Mais je suis pro-palestinien. Je suis pro-palestinien. C'est clair et net, je suis pro-palestinien. Donc, c'est une question de justice. Je ne sais pas de quel point de vue notre frère Alexandre Gwenthieu Mouche se place. Je ne sais pas de quel point de vue il se place. Parce que comme sa préoccupation n'est pas très claire, ce n'est pas une question en tant que telle, vous dites que ce n'est pas un rappel, etc. Je ne sais pas de quel point de vue il se place. Est-ce qu'il est pro-israélien? Est-il pro-palestinien? Est-il neutre? Parce qu'il y en a qui revendiquent cette position, c'est leur droit. Je ne sais pas quelle est sa position. Mais si je vois sa préoccupation, si je veux en filigrane, ce qui ressort de sa préoccupation, c'est que les Palestiniens ont manqué de sagesse. Ils ont manqué de sagesse en refusant le plan de partage, de la Palestine. Voilà, et de prendre en compte le rapport de force. Israël est trop fort, donc il aurait mieux fallu accepter ce plan de partage que de perdre toutes les guerres qu'ils sont en train de mener. Bon, c'est un point de vue. Sauf qu'on a beau tous être pro-palestiniens, pro-israéliens, ou tout ce qu'on veut, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Nous ne vivons pas les réalités du terrain. Moi, j'ai beau soutenir la Palestine, je le fais à partir d'une plateforme. Je le fais à partir soit d'un bureau. Je pense que si je recevais les bombes, si je recevais autant de bombes que les Palestiniens reçoivent, je ne sais pas si je ne serais pas un kamikaze, je ne serais pas devenu un kamikaze. Donc, il y a des Palestiniens qui pensent comme ça. Hein. Moi, j'en connais. Mais ça ne va pas sécuriser. Ça ne va pas changer la situation dans leur pays. Oui. C'est-à-dire que le fait de penser comme ça, qu'on aurait pu ne pas... Ça n'a pas empêché Israël de bombarder, de créer des camps, pratiquement, de vouloir faire des territoires palestiniens, des camps de concentration, qui ne disent pas leur nom, d'y créer des états de siège, des états d'urgence à tout moment, de continuer à coloniser, etc., de la volonté de criminaliser la résistance palestinienne, de
transformer le droit à la défense d'Israël en un commandement divin, en un commandement de droit divin, inattaquable, à imposer une lecture eschatologique de la question palestinienne et à vouloir l'imposer au monde, etc. Donc, je ne sais pas, ça dit que quand on vit dans des conditions infrahumaines, il faut être dans cette condition-là pour savoir si ce qu'on conseille, étant à distance, relève de la sagesse. Relève de la sagesse. Maintenant, les Palestiniens ont peut-être commis cette erreur, ce manque de sagesse. Pourquoi le monde entier doit-il payer pour un péché qu'il n'a pas commis? La question israélienne, si on veut regarder ça du point de vue historique, c'est une question qui concerne les Européens. Ce sont les Blancs européens qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé la Shoah. Pourquoi c'est maintenant toute l'humanité qui doit subir les conséquences de ce péché originel? Vous donnez un point de vue qui ne correspond pas à la volonté d'Israël, à la volonté de l'État d'Israël. Vous êtes un paria, vous êtes un pécheur au sens eschatologique du mot, vous allez aller en enfer, vous êtes antisémite. Antisémite. Je pense que notre ami passe à peu de frais, pour rester poli envers lui, les conséquences mondiales de la question d'Israël. Il y a des conséquences mondiales. Il ne sait pas que toute la politique mondiale, n'est-ce pas, la géopolitique mondiale, est dominée et a comme cœur, entre autres, n'est-ce pas, principal que cette question israélo-palestinienne. Je ne sais pas s'il mesure. Pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas fait la choix, ceux qui n'ont pas pratiqué, qui ne sont pas à l'origine de la choix, sont obligés de payer? Voilà ça. Donc, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il dise simplement que Israël, c'est le peuple de Dieu. Celui qui s'attaque à Israël est maudit, comme dit l'Ancien Testament, comme dit la Bible. Et que de ce fait, donc, les Palestiniens seraient maudits. Il faut même qu'on paye le tribut à Israël. Tous les peuples du monde doivent payer la dîme. Prenons le langage là. La dîme à Israël pour être tranquille et avoir une place au ciel. Il vaut mieux qu'il dise ça comme ça. Parce qu'on n'a pas encore gagné la guerre, qu'on doit renoncer à la justice. Vous dites, c'est parce qu'on n'a pas encore gagné la guerre qu'on doit renoncer à la justice. C'est mieux que les Palestiniens sont dans une logique de justice. C'est une évidence. Qui peut constater ça? Qui peut contester ça? Ils sont sur leur terre, un colon arrive, les chassent de leur terre, et veut les transformer en bourreaux. Ça, c'est l'injustice suprême. Aucun pays au monde, aucun être humain ne peut accepter être à la place des Palestiniens. Bon, c'est ça aussi l'enjeu de la question. Qui peut accepter être à la place des Palestiniens? Il faut tous se mettre à la place des gens. La réponse d'Israël à la Shoah, dont les Israélites ont été victimes, ce n'était pas d'aller taper les Palestiniens, mais c'était d'aller taper les Européens. C'est ça la justice. S'il y a une guerre à faire, c'est à faire contre les Européens qui ont de plus ou moins organisé le génocide des Juifs. L'Holocauste, comme ils appellent. Mais est-ce que c'est les Palestiniens qui ont fait l'Holocauste? Au contraire, ils ont même protégé beaucoup de Juifs. Les Palestiniens ont protégé beaucoup de Juifs. Mais pourquoi les Palestiniens doivent payer pour la faute, pour une action, pour un acte posé par les Européens? Pourquoi? Et que les Européens qui ont commis cet acte-là, qui l'ont encouragé, qui l'ont organisé, etc., aujourd'hui jouent les saints y touchent, n'est-ce pas, en luttant contre l'antisémitisme. Et du coup, donc, ils sont saints, ils sont purs, et que désormais, bon, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, par rapport à la question d'Israël, l'Europe est totalement blanchie aujourd'hui. Je crois qu'elle est immaculée, d'autant plus qu'elle protège le peuple élu. Donc, conséquent, l'Europe est bénie, tout ce qu'ils font relève de la vérité divine. Il suffit de protéger Israël. Vous êtes en phase avec avec ce que Dieu attend, chaque humain sur la terre. Votre place est au ciel. Est-ce qu'on peut tenir de n'importe quel point de vue qu'on se place, on peut défendre Israël à comment? Si Israël et toute sa démarche était une entreprise, disons, allons même loin, de venger la mémoire des Juifs victimes de l'Holocauste,
Si ça en prenait aux Européens, nous, on allait comprendre ça. Pourquoi je peux encore? Pourquoi c'est les Palestiniens qui payent pour un crime qu'ils n'ont pas commis? Monsieur le Président, Pourquoi la réparation? le territoire Non, palestinien... attendez, pourquoi la réparation d'un crime dont les Palestiniens ne sont pas responsables se règle sur le dos des Palestiniens? La question, c'est la question fondamentale. Parce que les Palestiniens occupent un territoire qui, historiquement, du point de vue de la dogmatique juive, appartiendrait à leurs ancêtres. Vous faites bien. Ils reviennent sur les terres. Vous faites bien de dire la dogmatique juive. Dogmatique juive. Bon, c'est pas la vérité. Et il n'y a aucune histoire qui soit, aucun fait historique n'est capable de démontrer que les Palestiniens ne sont pas sur la terre. Et c'est prouvé, monsieur le Président. Bon, voilà, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, mon ami Alexandre Tengen-Tchemouté, je le remercie beaucoup pour l'honneur qu'il nous fait de participer à nos émissions, de s'engager sur le plateforme. Mais je pense que c'est la réponse que je peux amener. Je peux essayer de lui apporter. Nous, bon, on peut conseiller la sagesse aux gens, mais on ne peut pas être sage à leur place. Les Palestiniens définiront leur sagesse en fonction de l'idée qu'ils vont continuer à se faire, n'est-ce pas, de leur intérêt, de leur avenir. Mais jamais, jamais, jamais et jamais, la loi le plus fort ne sera jamais la meilleure. C'est noté, monsieur le Président. Voilà. La deuxième préoccupation est cette fois directement dirigée sur votre lecture de la géopolitique, notamment de la position actuelle des États-Unis d'Amérique. Et elle nous est parvenue par un commentaire, un internaute anonyme, qui dit, je vais le citer, j'espère que je serai assez fidèle à ses propos. Il dit: à chaque fois, je suis très étonné d'entendre qu'un pays ou qu'un individu s'est fait gruger par les États-Unis. Il cite les cas de personnes qui ont subi cela. Il parle de Ben Laden, il parle du Shah d'Iran, il parle du comique Zelensky en Ukraine, il parle de l'Europe, l'URSS, la Russie, la Libye, les Afghans, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, etc. Comme si les entités ne voulaient pas sauver leur âme, telle que définie par le général Tchiani, qui a parlé de la théorie du rappel, qui indique la théorie que le rappel sauve l'âme. Et tel qu'avoué par M. Henry Kissinger, qui a développé la théorie, pour M. le Président, de l'amitié mortelle avec les États-Unis d'Amérique. Il poursuit en disant: quand c'est les autres pays, je souris à la limite du rire. Mais décidément, il ne faut pas trop se moquer de la bêtise pour les autres. Je salue M. Tshisekedi, notamment, qui a une démarche actuelle avec les États-Unis d'Amérique. Il dit ensuite: l'argumentaire explicitant les bénéfices de l'arrivée de M. Trump est un aveu de domination totale du monde occidental, aussi bien sur les pensées que sur les actes. La Chine n'a que faire des États-Unis. La Chine n'a que faire si les États-Unis entrent sur de l'OMS. Elle n'a que faire de savoir si l'Occident se casse la gueule dans le wokisme ou dans la guerre intestine. Ceux qui sont intéressés par la bascule géopolitique des États-Unis ne sont que ceux sous leur domination qui allaient tomber avec elle dans sa décadence. Le monde multipolaire a ouvert la voie pour que ceux qui sont épris de justice anti-impérialiste se fraient un chemin de sortie. Mais encore, faut-il ne pas être attiré par les soubresauts d'Occident agonisants. Après Trump, le déluge. Je n'ai volontairement pas abordé la bascule derrière M. Trump de ceux qui étaient comme des poissons dans l'eau à la chute de leur poulain, le couple Biden-Kamala Harris, l'État profond, les gros financiers tels que Barack Obama. Monsieur le Président, cet internaute critique votre position sur les États-Unis, notamment une position de soutien plus ou moins précise, M. le Président Malakani. Que pouvez-vous nous dire en rapport avec ce commentaire précis qui est fait sur votre position, M. le Président Malakani? C'est comme la première question, hein. Occupation. Sauf qu'à la différence de Moutier, lui, il procède sous anonymat. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une question, c'est une remarque, c'est quoi? C'est une critique de votre position sur votre position de soutien objectif à la politique après Donald Trump. Bon, quand moi je dis... Il parle de l'amitié mortelle, c'est-à-dire que ceux qui embrassent les États-Unis, qui veulent en devenir les amis, sont frappés. Moi, je ne suis pas un ami des États-Unis. S'il pense que c'est un président américain, c'est devenir son ami, il faut qu'il revoie sa conception de la géopolitique. C'est-à-dire, je ne suis pas un ami des Américains. Donc, nous combattons les Américains depuis que nous avons commencé ce travail. Nous avons été à l'avant-garde de beaucoup de combats géopolitiques contre l'hyper-impérialisme yankee. C'est une évidence, je pense que s'il est honnête, il le sait.
Maintenant, il arrive toujours en géopolitique. D'abord, en géopolitique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Je pense que vous devez le savoir. D'amis éternels aussi. Ni d'amis éternels. Si on fait la géopolitique, on le sait. On peut être en amitié aujourd'hui avec quelqu'un, avec un État, et demain être en situation d'ennemi avec cet État. Donc, il faut rappeler ça. Quoique soit encore le moins la preuve la plus concrète. Beaucoup d'autres couples existent. Donc, on n'est pas dans les rapports passionnels. Ce ne sont pas des rapports de sentiments. Ce sont des rapports de positionnement géopolitique. Ce sont des rapports d'anticipation. Ce sont des rapports de positionnement. Ce sont des rapports d'intérêt. Moi, je ne me revendique pas de la vieille géopolitique. Je pense que je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Je pense qu'il y en a qui analysent beaucoup nos positions sous le prisme de la vieille géopolitique, la géopolitique classique, telle que l'Occident l'a imposée, pas depuis quelques siècles, depuis plus de 6 siècles. Mais le monde a précédé l'Occident. L'Occident, c'est peut-être, si on est trop gentil, c'est 700 ans en termes de domination. Mais le monde existe depuis combien d'années, combien de millénaires. Donc, la pensée géopolitique occidentale, sa domination, évidemment, relève du provisoire. Elle est en train de passer. Donc, on est en transition entre la fin de l'Occident, sa domination, et l'émergence d'un nouveau monde. Ce qui supposerait une nouvelle géopolitique, on ne le veuille ou pas. Ce qui supposerait encore une redéfinition, n'est-ce pas, des bases de la géopolitique. Je comprends que, n'ayant pas toujours eu l'occasion, le temps, ou bien la possibilité d'exposer ce que nous entendons par nouvelle géopolitique, parce qu'une nouvelle géopolitique, ce n'est pas la géopolitique russe, ce n'est pas la géopolitique chinoise, ce n'est même pas le choc global de la géopolitique, tel qu'il se traduit par les recompositions qui sont induites par la compétition globale qui oppose les puissances, du moins, qui oppose les puissances globales. Parce que désormais, le concept de puissance globale s'impose quand on fait l'analyse géopolitique. Mais quand nous parlons de nouvelle géopolitique, il s'agit d'une géopolitique qui est basée sur la nécessité, ou bien qui a pour frontière la préservation de l'espèce humaine, parce que sa disparition est à l'ordre du jour. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. C'est-à-dire que la géopolitique classique, c'était la domination classique par la guerre, la puissance. Mais il n'a jamais été question, durant le temps, n'est-ce pas, occidental, domination occidentale, il n'a pas été question quand même de la disparition de l'être humain. Même si la géopolitique occidentale emportait les prémices, mais le but, c'était la promotion d'une puissance, peut-être d'une puissance au-dessus des autres puissances, c'était la défense des intérêts d'État, des intérêts économiques, etc. C'était l'expansion territoriale, etc. Mais jamais, de manière aussi fracassante, s'est posé la question de la préservation de l'espèce humaine. Or, il est posé de façon fracassante en ce début du XXIe siècle. Il a commencé au XXe siècle avec l'évolution des technosciences et l'entrée, la dérive faustienne de la science et des technologies. Le projet d'un gouvernement mondial qui ne soit pas purement apprécié sur l'angle eschatologique, mais pas même l'avancée, même pas les révolutions technologiques qui sont désormais incontrôlables. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui que dès que le superordinateur sur lequel travaillent tous les grands informaticiens occidentaux sera à point, mais on va le gouverner sans même avoir besoin de renverser ceux qui nous dirigent. Il suffira qu'on s'assure que nous sommes tous propriétaires d'un téléphone et que nous avons numérisé l'essentiel de nos activités. C'est terminé. C'est pour ça que des concepts comme l'État-gouvernement, le remplacement du gouvernement des hommes, pas le gouvernement des choses, sont à l'ordre du jour. Donc, on ne peut pas rester dans la vieille géopolitique classique qui va consister qui peut justifier de telles analyses. Ou souvent aussi on entre dans les lieux communs et on fait comme si on enseignait aux gens. J'appelais aux gens, puisque mon ami, il est anonyme, a rappelé là. Ce n'est pas une information.
On a tous lu ce que Kissinger a dit. On connaît ce qu'est l'Amérique. Donc, venez nous rappeler que l'Amérique, vraiment, c'est être ami de l'Amérique, il faut en assumer. Vraiment, du moins, on est très lucide quand on a compris que ça soit Trump ou Biden, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, etc. Ça, ce sont des lieux communs qui n'aident pas à faire France, qui n'aident pas à comprendre les changements profonds qui sont dans notre jour, dans la géopolitique mondiale. Vous ne pouvez pas dire, comme il dit, que le fait qu'il y ait, dans un monde où on a décidé de géopolitiser, par exemple, la question de LGBT, la question du wokisme, que c'est désormais où on veut imposer la norme LGBT, la norme wokisme comme étant les talons totémiques de la géopolitique mondiale, on peut pas dire que bon, l'arrivée de Donald Trump, qui lui est anti-wok, n'est pas quelque chose que nous, Africains, on doit saluer. On ne peut pas dire dans un contexte où on voyait très bien, par exemple, la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Et les plans qui étaient faits, les programmes qui étaient à l'ordre du jour et que devrait implémenter l'État profond américain si la porteuse de talons avait gagné, hein, maintenant qu'elle n'a pas gagné et que il y a la possibilité de la paix en Ukraine, il y a la possibilité, il y a un cessez-le-feu au Moyen-Orient, on ne peut pas faire comme si ça ne veut rien dire. Non. Non, on ne peut que le dire que parce qu'on est dans un bureau, on n'est pas à la place des Palestiniens, on n'est pas à la place de tous ces peuples qui dans le monde souffrent, n'est-ce pas, à cause de l'impact économique, de l'impact social dû à la guerre en Ukraine. Moi, je suis un Camerounais, je sais ce que la guerre en Ukraine a causé dans mon pays. Le niveau d'inflation qu'il y a au Cameroun, il y a une part de la guerre d'Ukraine là-dedans. Je pense que c'est bien un exemple. Donc, il y a ça. Il y a la vieille politique, la géopolitique classique, malgré les discours, malgré l'humanisme, malgré les prétentions humanistes universelles de l'Occident, la vieille géopolitique ne pose pas la question de la destinée de l'espèce humaine dans son ensemble, n'a jamais posé cette destinée, cet enjeu. Comme il est posé aujourd'hui par le fait même de l'évolution des rapports géopolitiques au niveau mondial, jamais ça s'est fait. Donc, je ne partage pas du tout le point de vue de mon ami. J'assume mon soutien à Donald Trump. Tous ceux qui m'écoutent savent que c'est un soutien stratégique, c'est un soutien de convergence. C'est-à-dire qu'il y a des convergences sur des thèmes précis de la géopolitique mondiale, mais aucun de nous n'attend que Donald Trump fasse quoi que ce soit dans nos pays. Aucun de nous n'a cessé de lutter parce que Trump devrait venir faire ce que nous, on est censé faire. Nous n'avons pas dit que Trump est le sauveur de l'Afrique. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Maintenant qu'on prend sa position, là, sur la question, merci. Quand on prend sa position là, ok, et on s'assoit dans sa maison, on a apporté quoi à l'Afrique? On a résolu quel problème? On a apporté quoi? Qu'est-ce qu'on a apporté? Si on prend le cas de la RDC, j'ai suffisamment expliqué ma position. Voilà, j'ai suffisamment expliqué la question. Quand on fait un panafricaniste qui fait des analyses géopolitiques pour prendre des positions, j'ai indiqué qu'il faut distinguer. Comment expliquer ça? Il y a deux niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est ce que nous pensons d'une situation. Ce qui est la réalité d'une situation dans un pays concerné. Ce que moi je pense quand je suis ici, ça peut être la meilleure pensée dans le meilleur monde possible. Ça va s'implémenter dans mon bureau et ça ne sortira pas de mon bureau. Mais quand je me mets à analyser une situation comme celle de la RDC, à partir de mon background, à partir de mes petites connaissances géopolitiques, je dois toujours me rappeler que je ne suis pas le président de ce pays, je ne suis pas la population de ce pays. La population de ce pays est ce qu'elle est, le président est tel qu'il est, et ce pays a ses spécificités et son contexte tels qu'ils sont.
Si je veux faire avancer réellement les choses, je dois tenir compte de tout ça. Pas jouer à des... Je ne sais pas, nous ne sommes pas des pasteurs au centre religieux du mot. Notre travail, ce n'est pas de sermonner les États. De les sermonner à partir de situations d'irresponsabilité qui ne nous engagent à rien. Alors, donc, dans ce cas, on voit il y a beaucoup de situations géopolitiques où nous avons été amenés à soutenir des personnes qui n'étaient pas des références pour nous, dont nous ne partageons même pas la philosophie politique. Nous l'avons fait parce que, en tenant compte de ces principes élémentaires d'une démarche panafricaniste et d'une analyse géopolitique. Donc, pour terminer sur cette question, on peut faire semblant de ne pas comprendre ce que nous disons, mais je suis très fier d'abord d'avoir soutenu le président Trump pour barrer la voie de l'État profond, pour freiner les plans de l'État profond, dont nous avons nous avons connaissance, et un avant-goût, ça a été le Covid. Moi, j'aurais aimé savoir ce que ce monsieur aurait pu faire quand il y avait le Covid. Il devait faire quoi? Pas grand-chose. Bon, alors, et le Covid, on a vu ce que c'était. On a arrêté la vie sur Terre, on a confiné les États. Confiné les États, etc. Et tous les États ont été confinés. Tous les États. Ouais. On nous a imposé une vaccination qui n'était qu'un poison dans le but d'un projet possible qui est la diminution de la population mondiale. Mais ça, c'est un sujet transversal. C'est un sujet qui met sur la table, je répète encore, la question de l'espèce humaine. Et quand on parle de l'espèce humaine, c'est une question qui est au-delà des enjeux politiques classiques. C'est au-delà de la géopolitique classique. Ça demande une certaine fédération universelle, indépendamment de la race, indépendamment des questions classiques de la géopolitique, des rapports de force, pour poser le problème qui est mais le salut de l'humain se met sur la table là. Donc, si quelqu'un, c'est sur cette aune-là, c'est à cette aune que nous analysons les questions de l'avenir des États, de celui qui souhaite être à la tête des pays occidentaux. Pour me résumer, je dirais que on ne peut pas être panafricaniste, on ne peut pas faire de l'analyse sans chercher à s'occuper, à comprendre, n'est-ce pas, les enjeux liés à ceux qui sont appelés à diriger les puissances dominantes du monde. Merci, Monsieur le Président, pour ces éclaircies. Nous avons une autre préoccupation d'un internaute anonyme, sans verser donc dans un glissement de sens, et dit, Monsieur le Président Tshisekedi, de par sa décision lâche, donne raison en ce qui concerne le racisme, donne raison en ce qui le concerne aux racistes qui disent qu'ils doivent venir coloniser l'Afrique. Nous avons perdu l'Égypte antique parce que les dirigeants ont appelé à l'aide les Grecs, dont principalement Alexandre, voulait sauver les envahis. La défaite face aux Assyriens a été causée initialement par la trahison des mercenaires grecs. Il dit ensuite, hélas, nous refaisons les mêmes erreurs. La décision du président Tshisekedi est impardonnable et les conséquences possibles pourront être désastreuses. Supposons que les États-Unis leur apportent sécurité contre matières premières. Et ensuite, maintenant qu'ils auront la sécurité, ils voudront le développement. Ils rencheraient en disant, avec quoi financeront-ils le dit développement? Les matières premières bradées aux États-Unis, les États-Unis, quand arrêteront-ils de piller leurs matières premières? Par la suite, il dit, le jour où les États-Unis les auront aidés à construire une armée forte et ne plus avoir besoin d'eux, donc ce sont les intérêts des États-Unis que la RDC bâtit une armée forte. Et après, ils vont chasser les États-Unis. Comment? C'est une interrogation qui se pose, Monsieur le Président. Et les matières premières, là, les États-Unis les achèteront-ils au prix plus élevé que celui auquel le Rwanda les vend? Tout ça à cause de 10 000 soldats rwandais. C'est impitoyable et c'est une décision terrible pour l'image et pour le message qu'on envoie à l'Afrique. J'en appelle au coup d'État pour renverser le président Tshisekedi, car cette décision est la haute trahison. Oui, bon, j'aime bien. C'est évidemment la décision de l'accord potentiel qui serait d'inviter les États-Unis à assurer la sécurité de la RDC contre l'accès minéraire congolais, M. le Président Mandakani. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour soutien à Trump. Oui. Qui apparemment même vient de la même personne, puisque je vois anonyme 2 fois.
Si. Je suppose que ça vient de la même personne, je peux me tromper. Qu'ils ne me prennent pas ça mal. Encore que je comprends très bien qu'on ne s'affiche pas l'anonymat sur Internet. Moi, je comprends ça très bien. La même chose, ma réponse à la question précédente est valable pour la seconde question. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle des analyses de vantardise. C'est-à-dire, j'allais me dire encore, des défilés de mots. C'est comme si les débats intellectuels géopolitiques étaient des défilés de mots intellectuels. Non, encore comme les défilés de mots ont des enjeux. C'est un défilé de mots précède une collection qu'on mettra en vente. Ce type de débat où on donne l'impression de vouloir montrer qu'on connaît l'histoire, on maîtrise ceci, moi je dis ça ne dépasse pas les... On dirait que bon, si on était dans un défilé de mots intellectuels, d'idées, tant mieux, c'est bien. Mais j'appelle ça analyse après coup. Après coup. C'est-à-dire que, quelle est la situation avant? Elle était pire. C'est-à-dire que le Rwanda est en train d'envahir la RDC, laissant depuis 30 ans ce qui s'est passé. Par exemple, on peut me remonter jusqu'au Congo belge. Tshisekedi a trahi plus que Mobutu, il a trahi plus que Kabila, même plus que Kabila père. Donc Kabila fait le choix stratégique de faire l'alliance pour venir. Le même problème se posait. Quand il s'est retourné, on l'a assassiné. Ils l'ont assassiné. Donc, avant ça, Kagame, qui est c'est-à-dire que une des pires catastrophes qui a frappé l'Afrique depuis que nous existons, il était sûr de son fait. Signer des partenariats avec les Européens partout pour vendre des matières premières qui ne lui appartiennent pas. À infiltrer un pays, on connaît l'infiltration de la RDC, on connaît à quel niveau l'armée congolaise est infiltrée. Si on laissait faire, c'était même pas seulement la RDC qui était menacée par Kagame, c'est toute l'Afrique centrale, jusqu'au Cameroun. J'espère que lui le sait. Les enjeux de la crise en RDC. Et nous, comme ça, on est impliqués à fond dans cette crise parce que nous savons que l'enjeu, ce n'est plus la RDC, c'est toute l'Afrique centrale qu'on est en train de voilà, qui était dans le plan de soutien de M. Kagame. Fallait-il laisser faire? Il fallait laisser faire à ce moment-là. Donc, c'est très facile après coup de n'avoir rien fait pour empêcher ce qui est là, parce que tous ceux qui aujourd'hui, ce qu'il y a un trait doivent se poser une question simple. Comment il arrive au pouvoir? Vous qui êtes des visionnaires extraordinaires, vous aurez dû voir que celui qui arrive là, c'est un traître, et tout fait pour qu'il n'arrive pas. Mais si quelqu'un traître arrive au pouvoir, c'est pour trahir. Donc, c'est pas quand il est assis, il fait ce qu'il devait faire, que vous sortez, vous dites que non, vous êtes des grands génies, quand il y a une situation, vous commencez à distribuer les grands points ici. Non, non. Moi, à la différence, je tiens compte de tout ça. C'est-à-dire que si on était averti, M. Tshisekedi ne serait pas arrivé au pouvoir. Parce que, en nous entendant tous, nous comprenons qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas à la hauteur. Mais la géopolitique, ce n'est pas ça. Il y a des conditions concrètes qui ont permis à M. Tshisekedi d'arriver au pouvoir. Et pendant qu'il arrive au pouvoir, tous ceux qui aujourd'hui se découvrent une âme de génie dans l'analyse de la société congolaise auraient dû empêcher qu'ils soient au pouvoir. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour Mobutu, c'est vrai pour Kabila. Ils ont essayé sans succès. Fils et père. Mais quand le essai sans succès, ça veut dire on tire les conséquences. Quand vous essayez sans succès, ne faites pas comme si c'est vous qui avez gagné. C'est ce que ça veut dire. On prend quand même acte d'une situation de l'état des forces réelles d'une situation. On doit tenir compte de la situation telle qu'il est, pas comme on le pense. Le monde n'est pas ce qu'on a dans nos têtes. Le monde est d'abord ce qu'il est. On essaie de l'améliorer en le conceptualisant, mais il est d'abord ce qu'il est. Le monde, ce n'est pas ce qu'il y a dans nos têtes. Mais tout le monde l'horreur que dans des situations d'y mêler leurs passions, leurs émotions, même les rancunes et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Monsieur le Président, on ne fait rien de grand sans passion, Monsieur le Président. Mais il y a de mauvaises passions.
il y a des passions qui sont plus irrationnelles que d'autres. La bonne passion est celle qui est gouvernée par une raison et un esprit saint, pas saint au sens religieux du mot, saint, S-A-I-N. Donc, si vous ne pouvez pas coordonner tout ça, l'un va déborder l'autre. Et comme tout est nuit, vous allez vous fourvoyer à un moment donné. Donc, celui qui est le président de la RDC s'appelle Tshisekedi. Que ça vous plaise ou pas, c'est lui qui décide. Deuxièmement, il n'a pas d'armée, pour les raisons que nous connaissons. Troisièmement, les populations de la RDC sont divisées par des passions politiques, des passions partisanes, quasi primaires. Deuxièmement, la région des Grands Lacs a été longtemps et est sous le contrôle des Occidentaux, dont les Américains. On n'a pas besoin que ce qui arrive au pouvoir pour savoir que cette région des Grands Lacs est déjà sous le contrôle des Américains. Et donc, les génies de la sous-région, de cette région-là, qui sont très forts, devaient leur montrer de quoi ils sont capables depuis très longtemps en modifiant les rapports de force dans ces régions. Mais cette région, depuis que le pôle de l'a prise, elle est ce qu'elle est, elle est comme ça. Elle échappe à toute l'Afrique, elle échappe à tout. Nous ne la contrôlons pas. Maintenant, il y a un rebondissement. Ça s'appelle les contradictions. Les contradictions qu'il y a entre les différents acteurs. Les contradictions qu'il y a entre M. Tshisekedi et ses amis d'hier. C'est-à-dire Kagame, n'est-ce pas, créer une nouvelle donne. Et nous, donc, c'est cette nouvelle donne-là qu'on analyse pour voir dans quelle mesure ça peut être une possibilité d'avancer pour la RDC. Alors, il fait comme si c'est un jeu à somme nulle. Non, c'est pas vrai. La géopolitique, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire que bon, comme c'est sécurité contre minerais, il n'y aurait aucun progrès à la fin. Puisque à la fin, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on se retrouvera au point de départ. Vous aurez la sécurité, mais vous n'aurez pas le développement. Si. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça n'aurait servi à rien. Alors, moi, je dis, donc, c'est pas comme si ça se passe en géopolitique. Nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle. Il est même possible que nul ne peut aujourd'hui prévoir ce que sera la RDC dans 6 mois. Hein. Dans 1 an. Vous n'êtes pas sûr que Tshisekedi sera au pouvoir. On n'est pas sûr. Alors, c'est pour ça que des gens comme nous ne manquons pas, dans notre analyse de la géopolitique mondiale, de saisir toutes les opportunités. Pour nous, on voit très bien que dans un pareil contexte, Trump, son arrivée au pouvoir est une opportunité objective. Pour tous les acteurs de la sous-région. Opportunité objective, défavorable pour tel, favorable pour tel. Ça dépend de comment vous vous positionnez. Le patron de cette sous-région, n'est-ce pas, c'était M. Kagame. Agent criminel de l'Occident. Il n'a pas anticipé sur l'évolution de la situation aux États-Unis. Vous avez Donald Trump qui arrive. Lui, il n'est pas de l'État profond, du moins il combat ça. Cette situation interne aux États-Unis est une opportunité. Parce que M. Trump, n'étant pas Clinton, Obama ou Biden n'aborde pas la question de par la manière, de par ses objectifs politiques, de par ses soutiens politiques, de par la manière par laquelle lui, il envisage l'avenir de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il est plus enclin à écouter M. Tshisekedi, à écouter la RDC. Maintenant, dimension subjective de la situation objective, je me répète, dimension subjective de la situation objective, M. Tshisekedi, lui, bon, il a dit, j'ai saisi l'opportunité. Je n'ai pas d'armée, j'ai une population qui est ce qu'elle est, qui est en l'état. J'ai un sol qui est très riche. Très riche, mais je vais profiter de ce qui fait ma force, les matières premières, qui me donnent une possibilité diplomatique de battre Kagame sur son terrain. Tshisekedi n'a pas pour ennemi les États-Unis. Et c'est ça le rôle de ceux qui parlent à la place des gens. Il faut comprendre les gens quand ils font leur démarche. Tshisekedi n'a pas pour ennemi les États-Unis, ni l'Occident. Pour Tshisekedi, l'ennemi, c'est Kagame. Bien comprendre. Il le dit clair. C'est Kagame. Il a dit directement dans sa sortie, devant l'Union sacrée, je vais déboulonner le système. Et Kagame va voir
dans quoi est-ce qu'il va se retrouver? D'où son refus de dialoguer avec le M23. Voilà la position de ma demande, M. Tshisekedi. En RDC, qui peut apporter mieux? Question, qui apporte mieux en RDC? Qui apporte mieux? Fayoulou? Kabila? Katumbi? On voit les positions actuelles. Puisqu'ils mettent le sort du pays à la remorque de leurs querelles partisans. Qui apporte mieux? C'est ce qu'il dit, c'est le président de la RDC. Donc au moins, il y a la possibilité de désinfiltrer le pays des Rwandais. Je répète, de désinfiltrer le pays de l'infiltration tutsi rwandaise. Si. Deuxièmement, de bâtir une armée. Là où il n'y a rien, ça serait un progrès. Ça serait un progrès. On ne peut pas refuser de saisir ces possibilités de progrès en la matière en disant que non, demain, dans 5 ans, Trump ce sera plus long, on retournera à la case de départ. Non, on ne peut pas réfléchir comme ça. On ne peut pas réfléchir comme ça. Ça, c'est pour celui qui ne fait rien, qui pense que la situation ne bougera pas. Si c'est qu'il ne fait rien, les Rwandais vont le renverser. S'il ne fait rien, ses adversaires vont le renverser. Et qui sont ses adversaires? Ils sont mieux que lui. Si c'était mieux que lui, il ne serait pas là. C'est simple que ça. Il ne serait pas là. Donc, moi, je ne comprends pas. Les Africains bavardent trop. Quand on fait l'analyse politique, ils font comme si le bavardage, c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. À un moment donné, quand on bavarde trop, on s'arrête, on regarde la réalité. On regarde ce qui est faisable. Qu'est-ce qui est possible? Il y a le souhaitable. C'est vrai en politique comme en géopolitique. Il y a ce que tu souhaites. Il y a ce que tu veux obtenir. Mais il y a ce que tu peux obtenir. Il y a ce que tu peux obtenir. Il y a le souhaitable que tu peux rendre possible dans certaines conditions. La politique, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas la magie. C'est quand même incroyable ce genre d'approche. Alors maintenant, à la fin, il appelle à un coup d'État pour renverser Tshisekedi. Bon, ok. Bon, et s'il n'y a pas de coup d'État, ça veut dire que lui-même là, il est un bavard, avec tout le respect que j'ai pour lui. J'appelle à un coup d'État. Qui va faire le coup d'État? Qui? Il y a déjà eu, c'est qui là, c'est pire qu'un coup d'État. Quand des militaires refusent de combattre, tu appelles encore un coup d'État. Ils ont fui le combat. C'est le coup d'État. Ils n'appliquent pas les ordres qu'on a dit d'appliquer. Ils donnent les armes aux Rwandais. Ils abandonnent le champ de bataille. Ce sont les Wazalendo, qui ne sont pas des militaires professionnels, qui sont en première ligne dans le combat. Donc, il faut, je dis, c'est ça, je dis que il faut toujours rapporter nos idées à la réalité. Je ne suis pas pour le pragmatisme géopolitique dans le sens américain du terme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas... le monde serait, la réalité serait les faits bruts, sans possibilité de les perspectiver. Ce n'est pas ça que je parle. Mais si vous perspectivez en niant la réalité, vous aurez le résultat contraire. Même quand vous faites de bonnes perspectives, il faut partir de la réalité telle qu'elle est avant de vouloir perspectiver. On ne fait pas le trajet inverse. J'ai l'impression, quand j'écoute mon ami, que c'est le trajet inverse. Inverse qui est en train de te faire. La RDC est telle qu'elle est là, dans un contexte précis. Il faut savoir distinguer ce qui est possible du souhaitable. Moi, je suis heureux. Bandakani est heureux parce que ça fait 15 ans que moi, je dis que Kagame est un danger pour l'Afrique. Qu'il est ce qu'il y a de pire. Ça fait 15 ans. Désormais, l'ONU aussi l'a dit, hein, parce que dans la résolution 1977 de l'ONU, il est clairement indiqué qu'il était un partie prenante au conflit en RDC. C'est la faveur des évolutions en RDC que l'ONU avoue ce qui est caché dans les rapports. Parce qu'il y a rien de nouveau. Tous les rapports de l'ONU montrent qu'ils savent depuis que c'est le Rwanda qui fait tout. Mais l'ONU était dans le complot. L'ONU a toujours été dans le complot. Mais nous, on dit ça depuis 15 ans et j'ai subi des railleries. Des gens qui présentaient Kagame comme le modèle. Président, pour chuter sur la question, s'il vous plaît. Oui. Donc, Kagame a été présenté comme le modèle, le génie de la politique. Mais aujourd'hui, il est nu. C'est un progrès. Parce que dans la gestion des contradictions, la connaissance des contradictions en l'État est une condition d'avancée dans leur élucidation. Donc, aujourd'hui, Kagame est vu tel qu'il est. C'est un grand progrès dans les Grands Lacs. Kagame, sa chute va entraîner certainement celle du petit villageois de l'Ouganda, là, comme moi je l'appelle. Je suis désolé de l'appeler comme ça. Museveni. C'est un duo. Des gens comme Ruto, qui se passent pour panafricanistes, alors qu'ils sont des purs mercenaires. Donc, il y a des... C'est-à-dire, c'est une situation, objectivement, qui bouge, ça bouge.
Ça bouge. Mais bon, le fait qu'aujourd'hui, l'Amérique a mis le feu, mais quand on dit l'Amérique, il faut citer les acteurs. Hein. Trump n'a pas mis le feu en RDC. C'est Clinton. Et les autres, c'est l'État profond américain. C'est l'État américain, oui. Mais les acteurs sont différents. Aujourd'hui, l'Amérique, les Occidentaux qui ont mis le feu en RDC, qui ont longtemps, qui sont responsables en arrière-plan de la mort de près de 20 millions de personnes, qui ont activé le génocide, qui sont au cœur de cette tragédie depuis Léopold II, etc., sont en situation où lui, ils habitent une guerre entre le noir et son frère noir, et que leur crime désormais ne sont pas visibles. Plus on sanctionne qui? On sanctionne Kagame, on sanctionne le Rwanda, mais il n'y a aucune sanction sur les États-Unis, il n'y a aucune sanction sur Clinton, sur Obama, sur Bush, il n'y a aucune sanction sur la sorcière de l'Union européenne, il n'y a aucune sanction sur M. Macron. Ouais. Mais ça, c'est triste. Mais ça dépasse la personne de Tshisekedi, mon cher ami. C'est pas Tshisekedi qui est responsable de ça. Ça, c'est une question que regarde tous les Africains, y compris lui qui parle là. C'est le problème majeur de l'Afrique. La reine de l'Afrique contre son frère. Notez, monsieur le président Mandakani. C'est très important. Je vais terminer en plus de ça. Et c'est que vous gérez le temps. C'est bien de me rappeler, mais je vais aller vite là maintenant. Alors, quand il appelle la question de l'Égypte antique, ce n'est pas le fait d'avoir appelé les Grecs qui expliquent profondément la chute de l'Égypte antique. Le poison était dans le fruit. Dans le fruit. Dans le fruit en interne. L'appel des Grecs est la conséquence. Donc, je suis content qu'il ait mis la main. Le vrai débat, c'est là. Et c'est le vrai débat qu'il y a en Afrique. Et c'est un débat qui structure la question panafricaniste. Il y en a qui disent que les panafricanistes, hein, ça ne veut rien dire. La vérité, c'est le côté des afrocentristes, c'est l'afrocentricité, c'est le retour aux traditions, etc., machin et consort. Mais ce débat-là, il est là. Le débat là. La reine du frère contre le frère. Le fait que face à un blanc, face à un occidental, pour ne pas être raciste, l'Africain va préférer s'allier à l'Occident et faire disparaître son frère. C'est une question, ça c'est la question fondamentale. Bon, elle va au-delà de la géopolitique classique, elle va au-delà de la politique classique, elle est profondément civilisationnelle, elle est profondément géospirituelle. Et c'est en cela que moi, dans mon analyse de la géopolitique, j'intègre la géospiritualité en tant que facteur majeur d'analyse à différents des autres. Parce que c'est la question là qui est au cœur. C'est la question là qui va nous aider à s'en sortir. Qu'on réponde à ça, il faut qu'on aborde ça sérieusement. Donc, le problème de la RDC, c'est pas Tshisekedi. Voilà, c'est pas lui. Avant lui, il y a eu même cause, même effet. Après lui, s'il y a un effet, même cause, même effet. C'est bien se noter. Vous en prie. Prochaine préoccupation, monsieur le président Mandakani, elle nous vient de madame, je suppose, Noémie Kateli, qui probablement n'est pas d'avis avec vous sur votre analyse de la question, cherchant en Côte d'Ivoire. Vous avez eu une opinion plus pessimiste de Cap d'Ivoire qui a été mise sur pied récemment. Elle dit: comment faites-vous des affirmations aussi graves à l'encontre du président du PDC-RDA, M. Tidjane Thiam? Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire ni son histoire. M. Tidjane Thiam n'est pas M. Alassane Ouattara, les deux ne se ressemblent pas, M. le président Mandakani. Dans votre propos, vous avez clairement indiqué qu'il s'agissait d'une sorte de ressemblance entre ces deux personnages, hommes politiques ivoiriens. Elle estime que vous avez tout faux dans votre rapprochement, M. le président Mandakani. Qu'est-ce que vous pouvez dire de manière précise pour davantage éclairer la lanterne de Mme Naomi Keteli et évidemment ceux qui, comme un espoir de l'émet, sont confus quant à la différence entre ces deux personnages, M. le président Mandakani? Bon, il n'y a pas. Je pense que ceux qui critiquent ma position sur cette question précise sont dans leur droit. Hein. Sur les questions comme celle de la Côte d'Ivoire, comme toutes d'autres questions d'ailleurs, je n'ai jamais revendiqué la science infuse. Et le but de cette émission, c'est l'enrichissement mutuel dans la vérité des échanges. J'apprends les internautes, j'espère qu'ils apprennent aussi de moi. C'est ça ma démarche. Hein. C'est pour ça que je vous ai interdit de filtrer à quelque niveau que ce soit les questions. Bon, alors, Madame Naomi Kateli, oui. En quoi vos affirmations sont graves? En quoi elles sont graves? Elles sont graves parce que j'ai l'impression que la figure de Thiam est sacralisée. Bon, c'est un truc très grave de sacraliser M. Thiam, qui pour moi un parfait vaurien. Pourquoi on devait le sacraliser? Parce qu'il a été banquier. Parfait vaurien, M. le président, c'est pas exagéré. Non, je sais que c'était clair. Pour moi, je n'ai pas le droit de dire ça. C'est un droit.
Bon, sur quelle base on s'accalise, M. Cham? Sur quelle base il devient le président d'un parti comme le parti de le PDCI RDA? Madame Noémie, je voudrais rappeler que c'est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Il a été élu. Dans les conditions que nous connaissons. Mais néanmoins, c'est parce que dans les conditions que nous connaissons. Le PDCI RDA est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Et le mot est pas pour rien qu'on dit PDCI RDA. Madame Naomi devrait aller lire l'histoire et comprendre pourquoi. C'est pas n'importe quel parti. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, a été l'organisation majeure qui rassemblait toutes les organisations en Afrique qui luttaient pour la décolonisation et l'indépendance. Et elle avait, cette organisation, une orientation panafricaniste claire. Oumniobé du Cameroun en a été vice-président. Le Claude Boigny était le président. Donc, alors, monsieur Oufouette Boigny, nous connaissons sa trajectoire. Il y a Oufouette 1, Oufouette 2. Oufouette 1 était un patriote, grand syndicaliste, qui a mené des combats patriotiques pour la Côte d'Ivoire. C'est connu. Mais nous connaissons son retournement. Comment la France a retourné avec les Mitterrand et consorts. On a retourné Oufouette pour faire de lui le chantre d'une fausse décolonisation, qui a créé les conditions concrètes et historiques de ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on devrait faire dans un parti comme celui-là, c'est de tirer les leçons du parcours du fondateur, de la situation actuelle. Qu'est-ce qui a amené la Côte d'Ivoire là où elle est, entre autres, au-delà de l'histoire? D'Oufouette, c'est M. Ouattara. La manière dont on a mis ce monsieur dans les pistes du vieux Oufouette. M. Ouattara, à la fin de sa vie, Oufouette a suffisamment informé les Ivoiriens de l'erreur qui a été le sien concernant M. Ouattara. Mais Monsieur le Président, il était déjà très très tard. Peu importe, je dis donc, c'est pour ça donc que le PDCI là, en tant que mémoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à une certaine mesure, mémoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, est mieux placé comme parti pour ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit le pays là où il se trouve. À cause de l'histoire, à cause de la personnalité de son fondateur. Ils sont les mieux placés en Côte d'Ivoire pour enseigner aux autres que ne faisons pas telle erreur. M. Ouattara, qu'il a imposé une situation financière internationale. Le système financier international, sur quelle base l'a-t-on imposé? Sur quelle base? Sur la base d'une dogmatique, d'une propagande qui faisait de lui le génie de sa génération, pratiquement. Il avait quand même un CV. Oui, monsieur, ancien directeur général du FMI. Donc, je rappelais ce qu'avait dit à l'époque M. Kamdessus, au plus fort du début de ce conflit en Côte d'Ivoire, qui opposait Ouattara et la Côte d'Ivoire quant à ses ambitions présidentielles. Kamdessus a dit on ne touche pas Ouattara. J'ai déjà rappelé ça ici. Il violait même les statuts du FMI. Tellement Ouattara. Peut-être vous étiez plus jeune, hein? À l'époque, moi, j'ai peut-être votre âge à l'époque. Vous ne connaissez pas le mythe qu'elle avait construit autour de M. Ouattara. Vous ne pouvez pas imaginer. Ouattara était considéré comme un petit dieu. Un petit dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? À cause de ces mythes, c'est pareil comme ça. Même base sur le RDR. Même base sur le RDR. Deuxièmement, et sur quelle base? La base de ce que nous connaissons tous. Seul premier ministre d'Oufouette, ayant été directeur général adjoint du FMI, sa légitimité ou son droit à être président de la Côte d'Ivoire ne peut être contesté par personne. Un génie. Et tous ceux qui étaient derrière lui disaient non, il va ouvrir les portes au financement, il est crédible auprès des bailleurs de fonds internationaux, etc. Les mêmes choses qu'on entend aujourd'hui. Deuxièmement, ce n'est pas un Ivoirien. M. Ouattara, la question s'est posée à M. Ouattara. On a dit non, c'est un Ivoirien. Il a faussé des papiers, c'est un faussaire, M. Ouattara. Il a faussé les papiers, etc. Mais en plus, sa femme même n'est pas ivoirienne. Il est devenu président dans les conditions qu'on sait. Mais bon, ça. Quel est son bilan? Même en tête, depuis qu'il est président. Mais si M. Ouattara était un bon président, que fait le PDCI dans l'opposition? Ils auraient fait une coalition naturelle avec Ouattara, qui prétend même qu'il est aussi oufouettiste. Peut-être lui, tous sont les héritiers d'Oufouette. RHDP. Voilà. Si le PDCI est dans l'opposition, c'est parce qu'il considère que Ouattara, c'est une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Sinon, M. Cham commencerait par être membre du parti de M. Ouattara. Voilà. Donc, Cham, c'est la même chose.
Comment est-ce qu'il prend le parti? Mais c'est extraordinaire, on a connu les conditions dans lesquelles. Mais ce parti a des leaders historiques. Est-ce qu'il faut l'appeler ça ici? Ce parti a des leaders historiques. Monsieur Tam a été parachuté à la tête du parti dans des conditions que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en train d'étudier. Tellement c'était gros. Deuxièmement, est-ce qu'il est ivoirien? Je peux me tromper, hein? Qu'on me démontre qu'il est ivoirien. On me dit, je donne la similitude. Quand je vois qu'il est ivoirien. Hein? Même chose avec Ouattara. Son épouse était ivoirienne. Quelle est sa position sur les LGBT? Quelle est sa position sur le wokisme, sur les LGBT? Et sur quelle base, les cadres du PDCI doivent donner le parti? Quelles sont les prouesses militantes de M. Tidjam Tcham? Quelles sont ses prouesses militantes dans le parti? La seule prouesse, c'est que grand banquier international, génie de la finance, qui va nous amener tout l'argent. Il rassure les investisseurs étrangers et tout ça. Mais ces investisseurs étrangers-là, qu'ont-ils fait de la Côte d'Ivoire? D'abord, qui sont-ils? De quel investisseur étranger parle-t-on en Côte d'Ivoire? Qui sont-ils? On va ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Ils ont déchu tous les Ivoiriens de leurs droits. Tous les vrais Ivoiriens, leur pays ne leur appartient plus. Ils sont étrangers dans leur pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sans identité, sans histoire, sans rien. Où les étrangers prospèrent. Mille fois encore que les nationaux. Les ayants droit du pays. Mais c'est quand même occidental. Alors, quand on me demande, mais les informations sont très graves. Démontrez-moi en quoi c'est grave. En quoi est-ce que j'ai menti? Moi, il y a 5 ou 6 ans, plus de 7 ans, j'ai annoncé aux Ivoiriens depuis que voilà celui qu'on prépare. Les gens ils n'étaient même pas encore impliqués dans la politique ivoirienne. J'ai dit voilà celui qu'on prépare. Donc c'est un dossier que nous suivons d'une certaine manière de très près. Je dis que ça sert à rien de me frayer avec des choses. Comment faites-vous les affirmations aussi graves? Démontrez-moi en quoi, qu'on me démontre en quoi, la ressemblance que moi je mets sur la table entre M. Ouattara et Tcham est fausse. Moi, si quelqu'un, si c'est vrai, je viens demander pardon ici. Hein. Je viens de demander pardon ici. Mais j'ai étudié le cas Tcham. J'ai étudié ça. J'ai étudié son cas. Donc je maintiens, je dis que c'est un Ouattara 2. Ils ont les mêmes filiations internationales, pratiquement. Même filiation internationale. Même stratégie, même approche de la Côte d'Ivoire, de son identité, des enjeux politiques et géopolitiques de la Côte d'Ivoire. Même approche. Ils se disputent pratiquement les mêmes parrains internationaux. Mais à partir de là, ma conclusion est tirée. Le président, pour chuter sur la question, s'il vous plaît. Non, mais moi, puisque c'est. Elle me dit que je fais l'affirmation aussi grave. Moi, je maintiens mes affirmations. Attendez son démenti, monsieur le président. Comment? Attendez son démenti. Non, qu'elle apporte la preuve que ce que je dis est faux. C'est noté, monsieur le président. Pourquoi ça m'a dit qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire? Apportez-moi la preuve que ce que je dis est faux. Et moi, je vais le tirer. D'abord, ce n'est pas la première fois que je suis en contradiction avec mes aînés du PDCI. Hein. Lors de la dernière campagne présidentielle, vous vous rappelez, ils passaient sur Afrique Média. On était en contradiction. Non, que non, on peut gagner Ouattara. La communauté internationale va faire ceci. Vous rappelez ces débats que j'ai eu avec eux? Je leur ai dit non, vous rêvez. Monsieur Ouattara va gagner. Vous ne pouvez pas le battre dans les conditions actuelles. Ils m'ont dit comment est-ce qu'il a tout est réuni pour les battre et tout et tout et tout. Est-ce qu'on a fait le bilan? On a fait le bilan, on nous a sorti dans le chapeau magique Tidjam Tcham. C'est Ouattara 2. Je maintiens ma posture. Tidjam Tcham, c'est Ouattara 2. Voilà. Monsieur le Président, nous allons poursuivre avec cette préoccupation de Yamoufou qui dit rien n'empêche le président Gbagbo et son PP. Non, il y a une préoccupation de 5 là, toujours. Bon, si vous souhaitez que celle-là soit prise, monsieur le Président, on va y aller. Pourquoi pas? D'accord, monsieur le Président. C'est la préoccupation d'un anonyme. Il dit vous faites exprès de ne pas comprendre le but de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, le Cap Côte d'Ivoire. Ou quoi? En quoi c'est la faute de Simone Gbagbo si le PDCI a choisi d'avoir Tidjam Tcham à sa tête? Elle a créé une coalition pour espérer régler les problèmes liés aux élections, dont de grâce arrêtez de faire comme si vous ne comprenez pas ce qu'elle a dit.
ce n'est pas une association idéologique, mais une association pour qui? Pour ceux qui bloquent les élections. Après cela, chacun aura son idéologie personnelle et partisane qu'il va présenter à ses populations quand tous les problèmes liés au vote seront levés. Donc, président Bandakani, arrêtez un peu. Que dites-vous du président Laurent Gbagbo qui veut s'allier à M. Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion? Les deux ont-ils une idéologie commune? Alors, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas mieux les problèmes des Ivoiriens qu'eux-mêmes. Et j'ai beau vous apprécier, je ne partage pas votre réflexion sur Mme Gbagbo ce jour, comme je n'avais jamais partagé vos points de vue sur Donald Trump, qui a eu raison à la fin. Moi ou vous, Monsieur le Président Bandakani? Le problème, c'est pas, mon souci, c'est pas d'avoir raison ou tort. Il faut pas que les gens fassent la diversion. Oui, pourquoi c'était important de ne pas passer outre sa préoccupation, je comprends. Hein? Si. Ça ressemble à la préoccupation précédente, mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'on filtre les questions. Donc, d'abord, il faut être sérieux quand on parle des sujets sérieux. Je n'ai pas dit que c'est la faute de Mme Simon Gbagbo si le PDCI a choisi Tidjane Tcham. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Première diversion. C'est ce qu'il prétend. Non, c'est la diversion. Quand les gens n'ont pas d'argument, ils commencent à faire la diversion. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas accusé Mme Simon de fautes qui ne la concernent pas. Voilà. Donc, deuxièmement, il dit elle a créé une coalition pour espérer régler les problèmes liés aux élections. Donc, de grâce, arrêtez de faire comme si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas une association idéologique, mais une association pour ceux qui bloquent les élections. Après cela, chacun aura son idéologie personnelle et partisane qu'il va présenter à ses populations quand tous les problèmes liés au vote seront réglés. C'est nouveau ça, en Afrique? Pas du tout. Dans tous les pays africains, où il y a eu toutes les situations, c'est le même argument. Hein? Alors, j'ai été clair. Justement, c'est là où moi je suis en désaccord avec ma mère. Alors, quand on est d'accord avec la maman, on est un bon panafricaniste. Le jour où on a moins de désaccord, ça dit que ça devient ce que je vois là. Mais bon, c'est bien, hein, ça fait partie du game. Donc, j'ai dit à maman Simone que, de mon point de vue est argumenté, la question électorale est idéologique. C'est ça le problème. Donc, je ne sais pas autre. J'ai été clair. Elle dit qu'ils se sont réunis sans considération idéologique, c'est-à-dire qu'indépendamment des idéologies des partis politiques, pour régler la question électorale. Comment? Il ne m'a peut-être même pas écouté. Ou bien ce que j'ai dit n'est pas habitué à entendre ça. Ou bien est trop nouveau pour lui. Moi, je dis que la question de l'élection en Afrique est idéologique. Elle est idéologique parce que les élections en Afrique ne sont pas abordées d'un point de vue africain, mais d'un point de vue dicté par les bailleurs de fonds et ce que vous appelez partenaires et puissance internationale. Donc, pourquoi elle est idéologique? Je vais encore expliquer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas séparer l'enjeu d'un code électoral de l'économie d'un pays, sa situation politique, de son histoire, de tout ça. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que l'histoire d'un pays est truquée de l'origine, mais vous venez enlever l'histoire du code électoral pour dire que non, vraiment, si les élections sont transparentes, tout va être réglé. Ça n'a jamais marché nulle part, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Voilà ma thèse, voilà ma position. C'est en cela que j'interpelle ma mère Simone Gbagbo. Pas de diversion, laissez Gbagbo tranquille. Est-ce que moi j'ai parlé de Gbagbo dans cette affaire? Laissez Gbagbo tranquille. Est-ce que moi j'ai parlé de Guillaume Soro? Pourquoi il fait ça? Je pose sur la table la pertinence de la démarche de cette coalition. C'est tout. Donc, on fait croire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la transparence électorale. C'est pas aujourd'hui que je ferai contre ça. Je ferai contre ça à des élections présidentielles, à mes amis du PDCI. Pareil, c'est pas aujourd'hui. Même certains membres du FPI, à l'époque, du président Gbagbo, avançaient de telles thèses. Même le président Gbagbo n'est pas loin de cette thèse-ci. Gbagbo n'est pas loin de la thèse-ci. Que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la désignation du président. Non, moi je dis non. C'est pas vrai. Donc vous pensez que le problème est ailleurs? Non, mais attendez, c'est quoi? L'élection n'est qu'un moyen. L'élection n'est qu'un moyen. Croire que bon, parce que l'élection sera transparente, on aura le bon président. Mais c'est un mensonge.
dans toute l'Afrique, c'est un mensonge, c'est un mirage. Pourquoi? C'est quoi l'élection transparente? Vous dites que le peuple ivoirien, comme le peuple africain, dans le cadre de l'élection transparente, ils vont donc désigner les bons présidents. Prenons les pays occidentaux en la matière. Puisque d'après ce raisonnement, la référence serait les pays occidentaux. C'est clair. Est-ce que donc, parce que les élections sont transparentes dans les pays occidentaux, les pays occidentaux ont des bons présidents? Si on prend le cas de la France, si on prend le cas de tous les pays occidentaux, c'est nier même l'histoire de toute la lutte que Mme Simone a menée, parce que c'est une... Elle a passé sa vie à dénoncer l'impérialisme de Mme Simone Babou. Je crois avoir lu ses livres quand même. C'est-à-dire, Simone Babou, c'est une militante anti-impérialiste, c'est ça le cœur de son combat. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, son indépendance. C'est pour les élections transparentes en Occident, où on ne parle pas des actions impérialistes de ces différents pays, puissances à l'étranger. Pourquoi? Donc je dis que il ne faut pas qu'on fasse de la distraction. J'ai posé un problème sur la table et je vais veiller là-dessus. Je parle de ça. Il faut qu'on m'explique en quoi une élection transparente va régler le problème de la Côte d'Ivoire, va régler les questions de la terre, les questions foncières en Côte d'Ivoire, va régler les questions de la nationalité, va régler la question de l'indépendance, de la souveraineté. Vous pouvez aborder cette question-là sans toucher les intérêts étrangers qui dominent le pays économique. Ce président Madakel. C'est pas moi qui vais prendre, je vous en prie. Si vous permettez, oui, allez-y. Vous voulez aussi avoir votre approche sur le fait que dans les conditions concrètes actuelles, le PPAC, dirigé par le président Gbagbo, n'a pas pris part à la plateforme en question. Quelle est votre lecture sur la question, M. le C'est un autre qui est préoccupé par cette question-là. Bon, moi je pense qu'il faut demander, il faut aller voir le PPAC. Moi, je ne suis pas membre de ce parti, je ne suis pas de sa direction, ils font les choix qu'ils veulent. Vous savez, moi, depuis la sortie du président Gbagbo, depuis son acquittement, lui et M. Charles Blé Goudé, les orientations de la direction du parti du président Gbagbo nous ont amenés à regarder ça un peu de loin. Nous ont amenés à regarder de loin le fonctionnement de ce parti, à la limite, ne même pas nous intéresser à ce fonctionnement. Vous savez pourquoi? Donc, vous avez travaillé dur pour que vous puissiez élever ce président Madakel. Oui, je ne vais pas allumer des braises. Moi, je suis fidèle dans mes amitiés, je suis fidèle dans mes combats, et je dépersonnalise les questions de combat. Je peux avoir le désaccord avec le président Gbagbo sur un ensemble d'actions, de comportements, d'attitudes. Le choix politique aussi. Oui, mais ce qui est plus important pour moi, c'est la fidélité aux idéaux panafricanistes, c'est la cohérence dans la continuité du combat qu'il mène. À ce niveau, le président n'a pas failli jusqu'à présent. Donc, il y a les choses essentielles, il y a les choses accessoires. Donc, dans la question du PPACI, cette alliance-là, il faut aller à la direction de ce parti, poser la question. Ce que je pense, et ça c'est important. Moi, c'est pas là. Vous voyez déjà comment c'est une tendance de la part de certains Ivoiriens, s'aimer la confusion. Vous vous rappelez le débat qu'il y a eu lorsque le choc entre Gbagbo, le choc avait causé le divorce annoncé de M. Gbagbo et Simone, l'accueil que Gbagbo avait réservé à Simone à l'aéroport, vous vous rappelez? Vous avez vu à l'époque ce qui s'était passé. Il fallait que nous on prenne de la hauteur pour éviter l'inévitable. Donc il y a cette confusion que les gens ont là de faire. Si maintenant je donne une position sur ce que je pense de la position du président Gbagbo, ça va servir à noyer la question aussi. Donc pour l'instant, moi je suis sur cette question. Cette alliance-ci, la manière dont elle se positionne, en faisant comme si le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection, c'est la transparence électorale, c'est ça que je dis. Je dis que ça, c'est de l'idéologie. Ma mère dit que ce n'est pas de l'idéologie, mais ma mère parlait de l'idéologie des partis qui composent la coalition. Oui, oui. Moi, je dis que la question électorale, c'est de l'idéologie. L'approche occidentale de l'élection vis-à-vis de l'Afrique est idéologique, elle est purement idéologique, parce qu'elle est conforme à l'impérialisme. C'est-à-dire qu'ils veulent choisir nos dirigeants sur la base d'une technologie électorale taillée sur mesure, n'est-ce pas? Ça leur permet de placer à la tête de nos pays leurs agents en faisant croire que les populations sont d'accord puisque l'élection aurait été transparente. Nous avons fait suffisamment de missions pour démontrer que la technologie occidentale électorale relève du trucage scientifique.
Ça parce que quelque chose est scientifiquement élaboré, est sophistiqué sur le plan technologique, mais ça ne change rien. C'est le trucage. Mais maintenant, venir en Afrique avec ça, où on vient avec une technologie électorale tout le fait, qui permet à l'Occident de placer qui veut le pouvoir, et la Côte d'Ivoire est bien placée pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Baba gagne les élections, mais il n'est pas président. On a placé celui que nous connaissons. Un criminel à la tête du pays. Alors, donc, par quelle magie l'élection en Côte d'Ivoire peut être transparente quand les véritables questions sont écartées? Quand on veut mettre ça en bas de la camisole, on dit que bon, si l'élection est transparente, ça veut dire que l'élection est transparente. C'est idéologique. Il faut qu'on nous dise en quoi consiste l'élection transparente. Une élection n'est pas transparente parce qu'on fait deux tours. Non. Une élection n'est pas transparente parce que les gens sont inscrits sur la liste électorale et qu'ils ont leur carte de vote. Une élection n'est pas transparente parce qu'on compte plus ou moins bien chaque vote. Voilà. C'est pas ça une élection transparente. C'est pas ça. Une élection transparente, c'est le rapport de force entre les intérêts impérialistes et les aspirations fondamentales du pays, la manière dont ce rapport-là est travaillé par les élites politiques et intellectuelles du pays, qui permet de savoir si une élection peut être transparente et démocratique. Le reste, c'est pour tromper les enfants. C'est ça que je suis en train de dire. Et j'interpelle ma mère, c'est ma mère, c'est ma maman. Je l'interpelle pour cette affaire, pour dire que cette question-là, il faut que la mère nous clarifie davantage, n'est-ce pas, sa démarche en la matière. C'est noté. Monsieur le Président Banaka, nous allons faire un mouvement et nous allons atterrir au Cameroun parce que les Camerounais aussi vous suivent en nombre important et ils ont des préoccupations lorsqu'ils vous écoutent sur vos plateformes, Monsieur le Président Banaka. La première préoccupation, c'est de M. Siri, qui dit ceci, et je le cite. Le tribalisme entre les mains de la France-Afrique, c'est une mafia au service des colons. Le tribalisme, selon lui évidemment, c'est la solidarité fraternelle pour protéger le patrimoine matériel de la tribu. La tribu est une bibliothèque vivante. Le tribaliste, c'est celui qui est soutien de ses frères. Il conclut en disant, Monsieur Bia ne sera jamais un panafricaniste. Il n'a ni la volonté ni l'intérêt. Je suppose qu'il réagit parce que vous avez défini le tribalisme, nous avons défini le tribalisme comme une dynamique plutôt particulière. Il estime, n'est-ce pas, vos définitions ne le convainc pas, et c'est pourquoi il apporte cette précision sur le président. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme élément de clarification exhaustive sur la question précise du tribalisme au Cameroun? Quelle est la définition donc qu'il apporte de dire que le tribalisme, c'est la solidarité fraternelle pour protéger le patrimoine matériel et immatériel de la tribu. C'est ça la définition du tribalisme? Le tribaliste, c'est celui qui est solidaire de ses frères. Mais c'est pas sa définition le tribalisme. C'est pourquoi donc on a pensé que c'était important. Non, mais s'il dit que ma définition ne le convainc pas, j'aurais souhaité qu'il me porte une définition. Oui, mais c'est pas ça le tribalisme. La tribalité, c'est ce qu'il a en train de dire. Il confond donc. Je pense qu'il confond les deux. Monsieur Siri confond les deux. La tribalité, c'est ça. La tribalité, c'est assumer l'héritage tribal. On appartient à un groupe ethnique, puisqu'il faut qu'on parle ethnie en Afrique. Je suis fatigué d'expliquer très bien que ces choses-là, ce sont des créations coloniales et que ce qui est ethnie aujourd'hui était partie prenante d'un peuple, pas d'un peuple, d'une nation, d'un peuple détribalisé déjà de l'époque. C'est ça qui est l'ethnie aujourd'hui. Mais quand on essentialise l'ethnie, on fait comme si l'ethnie est née en tant qu'ethnie dès le départ. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez défini le tribalisme comme étant c'est toute tendance à transformer le fait tribal en instrument d'affrontement avec d'autres communautés sur la base d'un rapport soit suprémaciste, soit d'un complexe d'infériorité qu'on aurait développé envers d'autres communautés. Voilà votre définition. Lisez encore pour que mon frère Siri comprenne. Okay, je vous relis, Monsieur le Président, avec votre permission, bien sûr, avec votre autorisation. Allez-y. Le tribalisme, c'est toute tendance à transformer le fait tribal en instrument d'affrontement avec d'autres communautés sur la base d'un rapport soit suprémaciste, soit d'un complexe d'infériorité que l'on aurait développé envers d'autres communautés tribales. C'est tout. C'est clair. Donc, c'est de ça que je parle. Si pour lui le tribalisme, c'est la solidarité fraternelle pour protéger le patrimoine matériel et immatériel de la tribu, je suis d'accord avec lui. Là, ça veut dire que il parle du fait tribal, de la tribalité.
Dans ce cas, qu'est-ce qui nous oppose? Qui a dit que la tribu est une bibliothèque vivante? C'est ce que j'ai dit dans cette émission où j'ai défini le tribalisme. Que j'ai dit. Voilà. À la différence de lui, j'ai dit que chaque tribu, c'est un biface. C'est-à-dire c'est un génie qui a une face dangereuse et qui a une face extrêmement positive. Et que ça dépend des contextes. Il y a des contextes qui vont magnifier la face hideuse d'une tribu au détriment de sa face, de sa belle face. Ça dépend des contextes politiques, ça dépend des contextes géopolitiques. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, je ne comprends pas la démarche de M. Siri. Le tribaliste, c'est celui qui est solidaire de ses frères. Moi, je comprends. Peut-être il veut ironiser. Peut-être il veut dire que quand on appelle tribaliste au Cameroun, celui qui est en fait solidaire de ses frères. Donc, autrement dit, ce n'est pas un crime. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un de ne pas être solidaire de ses frères de tribu. Je vais demander ça à mon frère Siri. À condition de ne pas tomber dans le tribalisme. C'est tout. Tel que défini par vous, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que être solidaire de mes frères de tribu ne veut pas dire être dans la guerre avec d'autres tribus. On peut être très bien solidaire de ses frères de tribus sans être en guerre avec d'autres communautés tribales. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, mon problème, ce n'est pas... je ne suis pas un détribalisateur professionnel. Hein, je reprends ça de Oumniobé. Je ne suis pas un détribalisateur professionnel. Je constate simplement que si nous voulons construire l'avenir, on est obligé de dépasser le fait tribal. Parce que par le passé, le fait tribal avait été dépassé par le passé qui nous ont précédés. Dans le cadre de l'Égypte antique, des grands empires, etc., des nations africaines qui ont fait l'histoire. Aussi simple que ça. On ne fait pas l'histoire avec des bantoustans ethniques. On fait l'histoire à travers les nations, à travers les empires, à travers les fédérations des nations. Bon, on peut convoquer l'histoire comme on veut, mais ce que je dis là est clair. Je parle de l'histoire, je ne parle pas de la préhistoire. Je parle de l'histoire. Bon. Donc, vraiment, je ne suis pas dans ça. Alors, bien ne sera jamais un panafricain. Il ne sera jamais un panafricain. Il le dit de manière péremptoire d'ailleurs. Il est libre, c'est sa liberté. Mon but, ce n'est pas de faire de tous les Africains des personnes qui pensent que le bien c'est un panafricanisme. Ce n'est pas mon objectif. Ça n'a jamais été mon objectif. Mais il y a des préalables. Hein. Pour définir ce qu'est un panafricanisme, il faut d'abord définir un panafricanisme, ce qu'il est, avant de prendre ce type de position. Or, d'habitude, les positions d'opinion précèdent toujours les positions argumentées sur la question. Les positions informées sur le plan de la question. Il faut d'abord définir ce qu'est un panafricaniste, avant de dire si M. Biya l'est ou pas. Or, j'ai déjà défini les critères. Quand on prend le panafricanisme, on voit les critères, ça coule de source. C'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un qui n'est pas un panafricaniste. C'est parce que quelqu'un ne vous plaît pas, qu'il n'est pas un panafricaniste. Il y a des critères objectifs qui permettent de qualifier quelqu'un de panafricaniste ou bien de dirigeant panafricanisant. Alors, j'ai suffisamment expliqué ça dans mes différentes sorties que je n'ai pas envie de revenir. Il faut lui renvoyer à mes différentes sorties sur la question et elles sont nombreuses où j'ai expliqué notre démarche, ce que nous appelons panafricanisme ou un chef d'État panafricanisant, pour parler en français plus adapté, panafricanisant. Bon, ça n'a rien à voir avec la longévité ou pas au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec les sentiments personnels que tu as avec un dirigeant. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il n'est pas panafricaniste, j'applaudis pour lui et ça s'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une interpellation faute à un autre endroit de Monsieur Edouard Henrique. Il dit, ça fait 15 ans que vous posez les problèmes de l'Afrique. Depuis le temps que vous dénoncez le néocolonialisme, force est de constater que vous êtes toujours dans un statu quo. Il dit, rien ne bouge chez vous réellement. Qu'est-ce que le NMP propose de manière concrète pour justement sortir de ce joug néocolonial? Il dit, voilà la question. Critiquer, c'est bon, mais quelle est la solution que vous proposez aux Camerounais? Il dit, les peuples de l'AOS, par exemple, ont pris leurs responsabilités et ils avancent sans pour autant avoir eu tous ces médias panafricains que vous avez chez vous au Cameroun. Il dit que c'est à se demander si au final, vous ne vous sentez pas confortable dans ce système néocolonial. Bon, si ce n'était pas qu'on est dans un jeu intellectuel, je n'aurais pas répondu à la question.
y a des gens qui prennent des grands airs pour poser des questions, alors que ils devraient être très humbles quand ils sont en face de personnes comme nous. Ils devraient être très humbles. Monsieur Edric, il dit qu'on est tous dans un statu quo. En même temps, ici l'exemple de l'AES. Il ne faut pas citer l'AES et vous dites que vous êtes dans le statu quo. Mon combat, c'est l'Afrique, ce n'était pas fondamentalement le Cameroun. Quand nous avons engagé le combat pour l'africanisme, il n'était pas question de libérer le Cameroun, mais l'Afrique. Et cette libération pouvait commencer dans n'importe quel pays africain. Ça pouvait commencer au nord de l'Afrique, à la côte de l'Afrique, dans l'Afrique australe, partout. Mais ça a mûri, ça a pris corps. D'après eux, d'après lui. Parce que beaucoup de gens se sont réveillés quand l'AES a émergé. Mais ils n'ont pas vu le Centrafrique commencer. Ils n'ont pas vu la conversion d'un monsieur comme le 10 Déby. Ils ne savent pas tout le travail qu'il a fallu faire même pour qu'on arrive à un niveau où un président comme Déby se convertisse officiellement au panafricanisme. Ils n'ont pas vu tout le travail qui a été fait. Donc maintenant que l'AES a émergé, chacun s'élève, maintenant chacun est panafricaniste. On fait des comparaisons entre l'AES et les pays, d'autres pays d'Afrique centrale, comme c'est nous le foyer. On fait des comparaisons pour dire que oui, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup avancé, vous dormez en arrière. C'est du n'importe quoi. Cela n'a pas de sens. Donc le combat du panafricanisme, ce n'est pas. C'est de chercher des pays qui peuvent servir de base de départ. Ces pays peuvent émerger n'importe où sur le continent. On peut même commencer le travail ici, c'est dans les Caraïbes qu'émerge un puissant foyer panafricaniste. C'est pour se dire que c'est pas. Quand nous disons panafricanisme, ce n'est pas seulement l'Afrique, hein, c'est l'Afrique continentale, mais aussi l'Afrique ultramarine, diasporique, ultramarine. Il est global le combat panafricaniste. Il est même global. Parce que dans quel pays au monde vous n'avez pas trouvé les Noirs? Partout. Ils sont partout, en Amérique, en Chine, en Russie, ils sont partout. Donc le panafricanisme, c'est un combat qui embrasse le monde entier. Maintenant, si dans son analyse, ce qui l'intéresse, c'est les changements tels que lui, il les comprend, les voit, les souhaite dans des pays africains, il est hors jeu. Moi, là, Haïti peut bouger là. Nous, on demande, si Haïti bouge, c'est une victoire panafricaniste. Par exemple, c'est terrible. La situation de la géopolitique africaine, caractérisée par une convergence avec la Russie, c'est pas une victoire des panafricanistes. Comment on peut ne pas comprendre ça? Quand nous obligeons l'État profond américain, les Américains, nous les obligeons à retirer à Cantimini une loi qui avait déjà été votée par une chambre du Congrès américain. La loi qui criminalise les activités de l'Afrique, les relations entre l'Afrique, les pays africains et la Russie. C'est une victoire, mais lui, il n'est pas important. Pour lui, victoire veut dire que le peuple doit partir. Tant que bien là, il n'y a pas de victoire. On ne raisonne pas comme ça quand on parle du panafricanisme. Que les gens aillent relire, je peux encore, que les gens aillent prendre le temps d'étudier le panafricanisme avant de venir parler sur certaines questions panafricanistes. C'est-à-dire que l'exemple que je prends. Donc, l'avènement de l'AES, c'est la victoire du président Madakani. Je vais aller même plus loin. L'AES, là, c'est la victoire. Nous, on revendique ça et c'est incontestable. Pourquoi il dit qu'il y a le statu quo? Il n'y a pas de statu quo. Mais on verra pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il en sait? Mais le combat peut s'accélérer ailleurs et prendre même 100 ans au Cameroun. Ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas une affaire mécanique. Ce n'est pas une affaire mécanique. Alors, donc, pour revenir à la question spécifique au Cameroun, il va jusqu'à dire que ce n'est pas confortable dans ce système néocolonial. C'est incroyable, ça fait rire. Ça fait rire. Il connaît les combats. Si on parle du Cameroun, nous avons obtenu beaucoup de victoires au Cameroun. Beaucoup de victoires. C'est que bon, comme ils sont bloqués dans leur rapport au président Biya et au Cameroun, pour eux, changement veut dire que Biya doit partir et un panafricaniste arrive au pouvoir. Mais en attendant ça, c'est mon souhait le plus profond, hein, et nous travaillons pour ça. On travaille pour ça. En attendant, mais il y a des victoires qu'on a obtenues énormément. La diversification des partenariats au Cameroun et leur consolidation, c'est une victoire panafricaniste. Et c'est sous M. Biya qu'on a obtenu ça. Le rôle que joue le Cameroun dans la sous-région, Afrique centrale, c'est une démarche panafricaniste. J'ai déjà parlé de ça. Allez demander au président Touadéra, si le président n'est pas un panafricaniste, vous allez voir la réponse qu'il vous donnera.
Il fallait le demander au président Déby, feu président Déby, si le président Biya est panafricaniste, il vous répondra. Même le président Mahama qui est là actuellement au Tchad, il va vous répondre. La manière dont, regardez le rôle que joue le comportement du Cameroun en tant que pays phare de l'Afrique centrale et le comportement d'un Ouattara en Afrique de l'Ouest en tant que pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Il y a match. Comment on peut être aussi, comment on dit ça? Comment on peut être aussi aveugle quand il s'agit du président Biya dans son comportement en tant que pays leader de la sous-région. Ailleurs, prenez l'Afrique de l'Ouest, vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire. Le comportement de ces pays leaders de l'Afrique de l'Ouest est un comportement où on voit très bien que les dirigeants sont aux ordres matin, midi, soir de la France, de l'Occident. Ils ne le cachent pas, ces dirigeants-là, ils ne le cachent pas. Ils sont matin, midi, soir aux ordres de la France. Quant au Sénégal et le nouveau exécutif sénégalais, même s'ils font des discours, même s'ils sont nouveaux, ils n'ont pas changé l'orientation fondamentale de la diplomatie de leur pays, venant de l'Afrique centrale. Où est-ce que le président Biya a déstabilisé un pays d'Afrique centrale sous ordre de Paris? Comme cite. Tout l'enjeu qu'il y a en Afrique de l'Ouest entre la CEDEAO et l'ES, c'est quoi? C'est que les dirigeants de la CEDEAO ont voulu éteindre l'ES dans l'œuf, comme on dit, et que le pays leader de la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, est un valet, c'est-à-dire c'est le garçon, le coup de M. Macron. Au Cameroun, comme cite un seul en Afrique centrale, quand est-ce que Biya a servi de pion pour la France pour aller renverser un dirigeant? Mais ça, ils ne peuvent pas voir. Tellement, ils sont, ça dit, je ne sais pas, ils ont un problème personnel avec Biya, qui veulent à tout prix m'amener, il faut à tout prix que j'arrête mon soutien à Biya pour qu'il soit content. Je ne le ferai pas. On ne me donne pas des injonctions. Le président Chuté, s'il vous plaît. Ce n'est pas des personnes qui, il y a 15 ans, ne comprenaient bien la géopolitique, qui doivent me donner les leçons. Il fallait montrer qu'on est il y a 15 ans. Notez, monsieur le président. Non, je vous en prie, monsieur Ngossi. Vous faites bien de me rappeler à l'autre, mais il y a des questions sur lesquelles on peut un peu insister pour rappeler certaines choses. Oui. Quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Donc, je prie un exemple comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Les questions monétaires, tout le refus qu'il y a eu, le FMI est venu à l'Afrique centrale, je pense dans ce cas, avec l'objectif, d'évaluer. La France c'était insisté. Il y a eu, c'est peut-être le troisième sommet extraordinaire qu'il y a eu dernièrement. Les pays d'Afrique centrale n'ont pas cédé. Et qui est le pays leader de l'Afrique centrale? Le Cameroun. Quand même. Je rappelle encore, comme il y en a qui connaissent le Cameroun mieux que nous, qu'on veut me montrer où est une base étrangère au Cameroun. Il n'y en a pas. Non, peut-être ils inventent dans la tête. Ils ont même dit qu'il y a une base logistique dans la France, confondant ça avec le marché de la force d'attente de l'Union africaine. Oui, et même, oui, en attente, etc. Le Cameroun, est-ce qu'il a une base militaire étrangère dans ce pays qui sert de point de départ pour déstabiliser les pays africains? Il n'existe pas. C'est le président Biya. Je ne parle pas du refus de renouveler les accords. En Afrique de l'Ouest, M. Ouattara a fait il a fait pire que renouveler. Il a vendu. Mais le président Biya ne renouvelle pas. Donc, si on est un panafricaniste sérieux, ce sont des acquis. Et moi, je suis fier au Cameroun d'avoir travaillé avec le NMP à changer le visage politique de mon pays. Nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais allez voir l'impact des idées panafricanistes au Cameroun. Qui peut nier ça? Qui peut nier ça? Il n'est pas camerounais. Qui vient voir l'impact des idées panafricanistes au Cameroun? Comment nous avons changé le débat politique au Cameroun? Maintenant, on verra pour la suite. Nous, on est là, on travaille. Arriver au pouvoir, c'est un moyen, hein, ce n'est pas une fin. Pour nous, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin. Mais qui vivra là? Notez, monsieur le président Banakani. Vous avez parlé du Cameroun. Nous sommes au Cameroun, et bien, je pense qu'il faut qu'on y reste. Parce qu'il y a une préoccupation d'un Camerounais, monsieur Ezoloïc, qui se pose une question, monsieur le président Banakani. Il dit, les panafricanistes, comme vous en l'occurrence, ont-ils une stratégie concernant l'élection d'octobre 2025 au Cameroun? Est-ce que vous avez, en tant que panafricaniste, monsieur le président Banakani, conçu une stratégie? C'est ce qu'il veut savoir. Ouais. Parce que les discours, comme on dit, comme a dit précédemment, c'est bien. Stratégie, c'est encore mieux pour accéder au pouvoir, monsieur le président Banakani. Qu'est-ce que vous avez dans votre manche en ce sens? Le NMP a d'abord un rapport au pouvoir qui est différent des autres forces politiques. En Afrique, de manière traditionnelle, les forces politiques cherchent le pouvoir, se battent pour accéder au pouvoir.
les figures emblématiques dans ce cas, c'est un monsieur comme Ouad, par exemple. Ouad, prenons le cas de Abdoulaye Wade, président sénégalais. Dans le contexte sénégalais, il a cherché le pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Arrivé au pouvoir, il était une femme pour M. Ouad. Il ne le dit pas, mais c'était une femme pour lui. Puisqu'on le voit même se battre pour que son fils aussi soit président. On le voit se battre là pour que son fils soit président. Aujourd'hui, le maire a dit qu'il fait la politique pour que son fils soit président. Pour que son fils, on lui donne ce droit à être président au Sénégal. Donc, le NMP ne cherche pas le pouvoir. Nous avons une conception différente en matière d'approche du pouvoir. Le NMP considère que le pouvoir, que ce soit dans les pures traditions africaines, les pures, que ce soit dans l'idée que nous on se fait de la politique, qui est une idée profondément géospirituelle, le pouvoir sait vers qui il doit aller. Quand un pouvoir, le vrai pouvoir sait vers qui il doit aller. C'est différent de chercher le pouvoir. Nous pensons que le pouvoir est une chose tellement sérieuse que quelqu'un de conscient ne peut pas le chercher. Quand vous dites le pouvoir est tellement sérieux qu'un homme conscient ne peut pas le chercher. Ne peut pas le chercher. Parce qu'indépendamment, quand on dit pouvoir, c'est quoi le pouvoir? Quand vous regardez la politique en Afrique, tous ceux qui ont cherché le pouvoir, c'est pas une fois qu'ils l'ont eu, ils ont commencé à crier sur le vide objectif du pouvoir. Puisque les manettes sont ailleurs. Mais quand ils cherchent le pouvoir, ils ne disent pas ça. Mais quand ils y arrivent, ils commencent à découvrir le vide du pouvoir parce que nous sommes des colonies et qu'en réalité, les enjeux sont ailleurs. Mais jamais ils vous disent au départ cette réalité. Ils cherchent le pouvoir. Le pouvoir politique, on ne le dit pas assez, de manière plus fondamentale, c'est la gestion de la destinée d'une nation et de la destinée des gens qu'on met dans vos mains. Mes chers amis, vous connaissez une école où on apprend aux gens à gérer la destinée des êtres humains et d'une nation? Je ne parle pas des écoles d'administration. C'est n'importe, ça ne veut rien dire. Davos, M. le Président. Le forum de Davos, on y travaille. Là-bas, c'est l'école où on prend le pouvoir, où on place les gens au pouvoir dans le cadre d'un projet qui est connu. Ça, c'est une autre école de pouvoir. Parce qu'il y a deux écoles fondamentalement. Ça, c'est une autre école de pouvoir. C'est l'école où les globalistes, et c'est une très vieille notion, elle est très vieille. Elle est très vieille. Depuis l'origine de l'humanité, le pouvoir, il a deux sources. Il a la source divine du pouvoir et, permettez-moi l'expression, la source satanique du pouvoir. Ces deux sources s'affrontent. On est dans un contexte où pendant très longtemps, l'autre source du pouvoir a dominé. Laquelle? La source diabolique du pouvoir. Voilà. Donc cette source-là a dominé et elle a répandu l'idée qu'elle se fait du pouvoir. C'est ça la démocratie capitaliste, bourgeoise, etc. C'est ça en Afrique où chacun, on est prêt à tout, à brûler le pays pour le pouvoir. Le pouvoir devient une fin, n'est pas un moyen. Donc, moi, le NMP appartient à une autre école. Il faut que les gens le sachent. Je ne cours pas pour le pouvoir. Je n'ai pas une obsession du pouvoir, le président Malakani. Quand on a l'obsession du pouvoir, on ne fait pas ce que fait le NMP. On ne passe pas 15 ans à se conscientiser les gens dans des questions fondamentales quand on fait le pouvoir. Il y a d'autres manières. On entre dans des réseaux, on prend des postures, on cherche des alliances, des alliés, on cherche de l'argent. Mais ce n'est pas notre démarche. Ce n'est pas notre démarche. Nous, on a pris sur nous de nous sacrifier pour que les idées fondamentales capables de faire bouger l'Afrique soient mises sur la table et deviennent opératoires. C'est ça le préféré que nous demandons de faire. Donc, c'est valable au Cameroun. Donc, notre stratégie pour répondre à la question de mon ami, c'est, il n'a pas suivi certainement le congrès qu'on a fait au mois d'août passé. Il n'a pas suivi. Mais le thème du congrès était quoi? Pour une action exceptionnelle de Dieu en faveur du Cameroun. On n'a pas fait un congrès pour élire un candidat à l'élection présidentielle ou désigner un candidat. On n'a pas fait un congrès pour désigner des gens, organiser une équipe de campagne. On a fait un congrès pour dire ça. C'est ça l'autre thème. C'est un peu une analyse sérieuse de la situation du Cameroun. Des rapports de force. Cette action dont vous parlez, serait-elle l'arrivée au pouvoir des panafricanistes? Mais c'est notre souhait. Ce serait un souhait de notre part. Mais c'est différent de chercher le pouvoir, comme on le voit dans la logique, n'est-ce pas, de politiciens classiques africains. C'est ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, vous savez, la plupart de nos présidents, ils sont dans les loges. Est-ce que c'est fait du hasard?
Certainement pas. Mais est-il innocent d'être dans des loges quand on veut être président? Pourquoi la condition pour être président, c'est d'appartenir à des loges, de les fréquenter, de près ou de loin? C'est la faveur du panafricanisme que nous voyons des présidents arriver au pouvoir sans être dans ces loges. Je pense au cas de Traoré, le président Traoré, Assimi Goïta et Tchani, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire. Voilà. Donc, je prends un exemple comme ça. Ce n'est pas le fait du hasard. Si les loges sont prépondérantes dans la cooptation de nos élites, leur enrôlement, leur formation, etc. Ce n'est pas un fait du hasard. Je voudrais rappeler que nous n'appartenons à aucune de ces structures-là. Et nous n'y appartenons, du moins, pour ce qui me concerne, je n'ai pas entendu jamais. Donc, je répète encore, nous ne cherchons pas le pouvoir, mon cher Nguessi. Mais si le pouvoir vient nous trouver, si le pouvoir nous reconnaît comme étant capable de le faire, nous n'avons jamais dit que ça ne nous intéressait pas, de ce point de vue. C'est pour ça que nous travaillons, il y a un ensemble de démarches qui sont les nôtres, ceux qui sont avec nous savent que nous travaillons à fond à cette affaire. Et que nous avons toujours dit qu'on était prêts. Notez, Monsieur le Président. Voilà, on était prêts. Merci, Monsieur le Président. Nous avons retenu que vous êtes prêts. Bien sûr, bien sûr. Il faut préciser que l'action, c'est venir de Dieu, parce que c'est pas une religion. Pour certains, c'est un attentisme béat, c'est même une forme de folie. Non. Nous sommes les hommes d'action. Nous l'avons prouvé par le passé. Mon passé de militant politique le prouve à soi. Ça fait bientôt aujourd'hui 40 ans de militantisme politique. Nous avons fait la prison, on a fait beaucoup d'actions dans notre vie. On a fait avancer beaucoup de causes au Cameroun. Ma biographie est publique, non? Oui. Alors, les gens peuvent consulter un ensemble de choses, au moins qu'on a eu à faire. Depuis 15 ans, nous disons que l'action, c'est la parole. La parole est là. Et nous l'avons démontré. Donc, ce n'est pas un attentisme s'asseoir, prier, Dieu descend du ciel. Non, 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 non. C'est que c'est la conséquence d'une maturation, d'une trajectoire, des parcours, des actions qu'on a posées. Ça mûrit. Et puis, ça débouche sur l'imprévu. Voilà, comme ça a été le Mali, comme ça a été le cas au Niger, au Burkina Faso, en SCA, même au Tchad. Comme ça avait été le cas une fois en 1977 avec la révolution russe, pour ne pas citer les autres. Merci, Monsieur le Président. Nous allons clôturer avec cette dernière préoccupation qui de Monsieur Alex Noah. Axel Noah, il dit peut-on reprocher à M. Elibi Lobert de vouloir que les Sawa constituent principalement les autorités locales dans leur sphère territoriale ancestrale? N'est-ce pas naturel de leur part? Est-ce que le fait d'envisager les choses ainsi, c'est d'empêcher les étrangers qui vivent de s'épanouir? Pourquoi on fait exprès? C'est comme ça que nous allons avancer dans ce pays. Aussi, je trouve facile de vite assimiler ceux qui promeuvent l'identité régionale à ceux qui poussent la très mauvaise doctrine de la division régionale. Cette dernière est mauvaise de ceux qui se réclament de la promotion de l'identité régionale. Ne sont pas forcément de la mouvance de la division régionale. Il y a chez les premiers un désir de promotion culturelle qu'on ne peut pas leur reprocher de vouloir protéger. À trop vouloir les stigmatiser, attention, M. Badakani a versé dans un mélangisme qui, au fond, tourne faux. Excusez-moi. Je suis surpris chez certains de mes amis internautes des postures de certitude, sans information solide, qui aurait précédé la posture. Peut-on reprocher à M. Elibi Lobert de vouloir que les Sawa constituent principalement les autorités locales dans leur sphère territoriale ancestrale? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas les autorités locales, Sawa. Il y a les chefferies, Sawa partout dans le littoral. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le problème, c'est la validité d'abord, de ces chefferies-là, dans leur capacité d'intérêt de leur communauté, et deuxièmement, leur rapport à l'histoire du pays, si on va aller dans ce sens. Donc, est-ce que le débat, c'est de savoir s'il faut élire, parce qu'il faut bien qu'ils connaissent les thèses de M. Elibi,
M. Libi pose les problèmes pratiquement de côté électoral. C'est ce qu'il pose, côté électoral. Donc, M. Libi Lobé, si beaucoup de Sawa sont élus dans la région du littoral, et particulièrement la ville de Douala, la question qu'il soulève est réglée. Alors, moi, je demande à M. Hassan Nouala, est-ce qu'on peut réfléchir comme ça en politique? Ou est-ce qu'il a démontré que les élus, soi-disant Sawa, a priori, vont mieux défendre les intérêts de tous les Sawa? Est-ce qu'il connaît les composants de la communauté générale Sawa? Est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il pense que dans ces composantes-là, ça se passe comme ça? Il ne sait pas de quoi. Mon ami Noah, tu vas très vite. Tu ne sais pas de quoi tu parles. La communauté Sawa, c'est un concept général. Il y a les communautés dans la sphère qu'on appelle Sawa. Il y a des communautés. Et elles n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Attention! Si elles peuvent revendiquer dans l'ensemble une même filiation ethno-culturelle, n'est-ce pas? Il n'en demeure pas moins que les intérêts sont très, très, très divergents. D'autant plus qu'il y a une prédation intracommunautaire que M. Noah ignore et qui est cachée par M. Libi Lobé. J'en ai parlé dans ma sortie. La prédation intracommunautaire. Il y a le rapport aux colons. Il y a le rapport aux colons qui divise dans la communauté, ça va. Parce que le premier à liquider les chefferies, c'est qui? Ce n'est pas M. Biya, hein? C'est le colon. Et il a fait émerger les chefferies qui lui ôtaient dossier. Il a même désorganisé toutes les chefferies, en comptant les gens dans des loges, etc. Et en plaçant à la tête des chefferies des personnes qui lui étaient favorables, au détriment même des chefs authentiques. Donc, il faut faire extrêmement attention, mon cher Noah. Donc, le débat, ce n'est pas la constitution des autorités locales dans leur sphère territoriale ancestrale. C'est pas le débat. Le débat, il est simple. C'est une chose que de poser ce problème-là. Autre chose est de revendiquer le monopole de la représentativité électorale sur la base tribale. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si vous voulez poser le problème de savoir, OK, il faut que les autorités, les chefferies tribales, gouvernent leur région, leur terre ancestrale, en dehors de la République. Mais mettez ça sur la table. Dans ce cas, il faut détruire la République, la combattre, la mettre hors du pouvoir et imposer une confédération des chefferies. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, monsieur Noah. C'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, la question foncière, ce n'est pas la question que pose M. Libi Lobé. M. Libi Lobé amalgame la question foncière dans une perspective politique, dans une perspective de gain politique. Or, moi, je dis, c'est pas comme ça qu'on pose la question foncière. La question foncière, il faut la poser dans le cadre de la loi camerounaise. C'est-à-dire que, est-ce que la loi camerounaise est favorable à la démarche de M. Libi Lobé dans la revendication foncière? Dans ce cas, il ne pose pas le problème en faisant croire que s'il y a des élus Sawa, ils vont changer la loi. Pour changer la loi, il faut prendre le pouvoir d'État et changer la législation. Or, M. Libi Lobé n'est pas dans une perspective de prendre le pouvoir d'État. Lui, il veut seulement qu'à Douala, s'il y a un député, s'il y a des mairies, ça soit lui et ceux qui pensent comme lui. C'est deux problèmes différents. C'est pas la même chose. Il faut faire attention, c'est pas la même chose. Alors, monsieur, la promotion de l'identité régionale est différente du tribalisme, mon cher Noah. On peut promouvoir l'identité régionale sans faire le tribalisme. Je dénonce les tribalistes. Je ne serai jamais avec eux. L'identité régionale, si vous voulez qu'on la pose, nous vous montrons comment on fait pour la promouvoir. Alors, est-ce que l'identité nationale veut dire qu'on retourne au féodalisme d'antan? Il faut faire attention. Le désir de promotion culturelle est noble. Personne n'a empêché au Sawa dans le contexte actuel de faire promotion de leur culture. Ils le font dans le Gondo, dans l'idée qu'ils se font, parce que, encore que cette promotion culturelle, on peut l'évaluer, et là, on peut l'évaluer et savoir s'il est même conforme aux Sawa.
Monsieur Noah, pour jouer votre jeu, c'est un savoir qui vous parle. L'histoire officielle savoir qui est dehors, n'est pas l'histoire des savoirs. Vous savez pas de quoi vous parlez. Monsieur lui ne connaît même pas l'histoire des savoirs. Je vous dis que l'histoire savoir qui est dehors, là, officielle, là, c'est pas l'histoire de la, c'est pas l'histoire des savoirs. La promotion culturelle, on peut l'évaluer. On peut pas faire comme si c'est pas du fétichisme. La culture d'un peuple, ce n'est pas une répétition des coutumes. Donc, on peut aussi, on peut évaluer ça. Donc, oui, à la promotion culturelle, qui peut s'opposer à ça? S'opposer à ça. Mais allez voir ce à quoi les Libinobés réduisent la culture sawa. Je répète encore. Allez demander à Libinobé, c'est quoi la culture sawa? Vous allez voir à quoi il lui réduit la culture sawa. La culture sawa n'est pas ce qu'on voit là. C'est pas ce qu'on voit là, la culture sawa. C'est pas ce qu'on voit là. Il faut faire attention. Donc, je ne stigmatise personne. Il n'y a pas de mélangisme. Les propos sont clairs. Les propos sont clairs. On voit très bien. Le mélangisme, c'est M. Libinobé qui le fait. Prenons le cas de la question foncière. Prenons le cas d'Embo. M. Libinobé réduit la question foncière chez l'Embo à l'accaparement de terres de manière criminelle par les Bamileke. Mon cher Noah, mais allez sur Internet là, faites des recherches vous-même à partir de votre téléphone. Vous allez voir qu'il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Est-ce que vous posez la question foncière au Cameroun à l'heure actuelle sans parler de l'État? Pas du tout. L'État? Alors, l'État vous dit que l'État n'est pas le garant. Il n'est pas le garant. Il est le patron de la terre. L'État a arraché les terres dans la suite du colon à les communautés. La plupart du temps, au nom du développement, au nom de l'action publique, au nom des services publics. Mais dans les faits, quand on regarde, le service public masque des dynamiques, des éléments de la bourgeoisie d'État pour s'accaparer la terre. La terre, c'est un fait, mon cher Noir, c'est un fait. C'est en cela que Badakari lui dit que l'État est le premier prédateur en charge. Puisque l'État, là, les groupes, les communautés l'ont précédé. En tant qu'héritier de l'État colonial, les communautés l'ont précédé. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui estimons qu'il faut rentrer à l'ère féodale, à l'ère de la juxtaposition des communautés. Encore que même, à l'époque, les véritables patriotes de l'époque avaient vite compris la nécessité de faire une nation, de la fonder, de dépasser le tout tribal. Si on voulait résister à l'avènement du colonialisme, ils ont compris ça. Donc, actuellement, nous disons que sur la question foncière, la vision coloniale n'est pas conforme à l'exigence de justice foncière. Donc, il faut redéfinir l'approche que l'État a de la question foncière sans verser dans le féodalisme foncier, mais sans violer les droits des communautés. Parce que l'État n'a pas démontré, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est là, qu'il comprenait mieux les enjeux fonciers que les communautés ethniques. Il n'a pas démontré ça. Je laisse de côté l'idée africaine de la terre. L'idée africaine de la terre. Je laisse ça de côté, puisque vous ne pouvez pas en même temps dire qu'on fait la promotion de la culture locale, la culture régionale, et ne pas savoir que ben, si on fait la promotion de cette culture-là, la base de cette culture, c'est le rapport à la terre. Vous ne pouvez pas, sauf à verser dans le folklore total. La base de la culture ancestrale, c'est la terre. C'est d'abord la question de la terre. On ne la vend pas. On ne la vend pas. Mais l'Occident est venu avec le titrage foncier, le titre foncier de la terre qui fait de la terre un bien individuel et une marchandise. C'est la violence suprême qu'on peut s'infliger aux cultures, disons, ethniques ou régionales, s'il faut en parler. Donc c'est tout ça qu'on met sur la table et M. Lumbi-Lobe, ça ne l'intéresse pas tout ça. Ce qui l'intéresse, ce sont ses ambitions politiques. Et dans le personnel, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est pour ça que nous, on se démarque de lui et nous, on donnons cette tentative de vouloir tribaliser un ensemble d'enjeux, n'est-ce pas, et de manière à fausser la question, n'est-ce pas, de la préservation de nos valeurs culturelles, de la préservation des communautés ethniques, n'est-ce pas,
qui sont dans des situations spécifiques, comme les communautés comme les Sawa, dont la position côtière a favorisé une rencontre brutale avec le colonialisme occidental, etc. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Il y a un travail à faire en termes d'un équilibre sage entre la modernité et ses exigences et la préservation des valeurs culturelles, de nos valeurs ancestrales, de nos valeurs anthropologiques fondamentales. Merci, Monsieur le Président. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, Monsieur le Président, d'avoir essayé d'éclaircir les zones d'ombre qui planaient autour de ces différentes préoccupations. Une fois de plus, nous vous disons merci et nous profitons aussi de l'occasion pour saluer tous ces différents internautes qui nous écrivent, qui participent à nos émissions et nous les encourageons toujours parce que cette émission est consacrée exclusivement pour eux. C'est pourquoi c'est sous-titré le président Madakani face aux internautes. Nous saluons aussi tous ceux-là qui vous ont donné des messages d'encouragement. Ils sont nombreux, on ne doit pas les citer. Ils sont nombreux. Il y a des Congolais, il y a même des Portugais, des Ivoiriens, des Camerounais. Toute la diaspora panafricaniste vous disent, il y a un mot que j'ai retenu, vous êtes l'espoir pour l'Afrique et vous serez le président du Cameroun. Ça, c'est écrit. C'est vrai que le nom, si je fouille, je vais ressortir le nom. Nous remercions aussi l'équipe technique qui a participé et qui a mis en œuvre encore que nous puissions réaliser cette émission. Nous saluons aussi M. Nguesse qui a été aussi là lors de cette réalisation. Et nous disons à votre service. Et nous disons à la prochaine pour une nouvelle édition. Au service des internautes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour eux? Nous sommes les objets des internautes. Tout à fait.